La Tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax. Voilà, bon on le fera avec un tapis très fort, bonsoir. Eh ben dis donc, voilà, c'est donc une émission qui commence en beauté. Et pour poursuivre avec cette émission officielle visible, je vous annonce que je vais lire l'éditorial écrit par Assermandax. Bonsoir. Qui débute par une citation. Certitude absolue contre incertitude absolue. La seule chose dont je sois sûr, c'est que je doute, disait Descartes. Les sceptiques depuis l'Antiquité nous répètent qu'il faut renoncer à l'idée chimérique de la certitude absolue sur quoi que ce soit et se contenter de l'explication la plus vraisemblable, tout en reconnaissant son caractère fragile car incomplet. Heisenberg et la physique quantique ajoutent au doute l'indétermination, comme si la nature elle-même hésitait. C'est une image, une métaphore. Mais parfois la matière n'a pas l'air bien certaine de ce qu'elle doit faire, et si elle va, oui ou non, respecter le principe de causalité, par exemple. La science a pour travail de nous expliquer comment tout cela fonctionne, comment la matière interagit avec elle-même, comment apparaît l'univers, comment se forment les atomes, comment est émise la première lumière, puis comment il est possible que tout cela forme une planète, où une chimie complexe soumise à la sélection naturelle des réplicateurs aboutisse à des organismes qui finissent par nous ressembler. Le problème dans tout ça, c'est que nous n'avons pas la certitude que la science soit vraiment capable de tout nous expliquer, de tout savoir. On a compris depuis Galilée que la science, pour parler le langage de la nature, n'a pas d'autre choix que d'utiliser la mathématique. Seulement voilà, qu'est-ce qui nous prouve que cela fonctionne vraiment ? Ceux qui pensent non seulement que la science n'a pas réponse à tout, mais qu'en plus elle se trompe dans les réponses qu'elle nous fournit, ont souvent à la bouche le nom de Kurt Gödel, le mathématicien qui, en 1931, brise le rêve de ses collègues qui voulaient obtenir la complétude du système d'axiomes des mathématiques. Gödel, au contraire, démontre leur incomplétude. Son théorème dit qu'il existe des propositions vraies qui sont indémontrables à l'intérieur d'un système d'axiomes. 80 ans plus tard, ceux qui défendent la médecine quantique, l'homéopathie, le voyage astral ou la radiesthésie croient pouvoir répondre aux critiques rationnelles en invoquant Gödel. Pour eux, la science est juste incapable d'ouvrir les yeux sur la réalité. Leur théorie personnelle est vraie, mais indémontrable par la science, comme Gödel l'a expliqué. La vérité, c'est qu'il s'agit d'un travestissement du travail de Gödel qui n'a pas vocation à être exporté en dehors du langage mathématique. Et c'est ce que nous allons tenter de vous expliquer avec notre invité Nico Tup, qui est un intervenant régulier de Podcast Science, l'excellente émission de vulgarisation que vous pouvez écouter tous les mardis ou en replay. Nico est docteur en mathématiques et dirigeant d'une start-up dans la technologie des éoliennes. Bonsoir Nico Tup. Salut. Bonsoir. Voilà, donc techniquement tout va bien. Pour l'instant, on s'en sort bien. Nous sommes très heureux. Voilà, donc bonjour à tout le monde, merci d'être avec nous. Donc ce soir, nous allons parler du théorème de Gödel, le fameux théorème de Gödel dont tout le monde parle et que personne, moi y compris, ne comprend. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à quelqu'un qui sait de quoi il s'agit. Alors Nico, d'abord, est-ce que tu peux nous parler en deux mots de Podcast Science et de ce que tu fais pour Podcast Science, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Podcast Science, c'est un podcast audio qui est diffusé toutes les semaines depuis 5 ans, je crois. À peu près, on a 230 épisodes au compteur. Donc le concept de l'émission, c'est de la science sans prise de tête. Donc c'est à la base, ça a été créé par des non-scientifiques. On commence à avoir une équipe où il y a pas mal de scientifiques, mais l'idée, c'est de prendre des sujets qui nous intéressent et d'essayer de les traduire de manière à ce que tout le monde puisse les comprendre et pour partager la science avec un maximum de monde. Donc, on a un site internet, podcastscience.fm, on diffuse en podcast audio et on a une version écrite de tout ce qu'on fait, qui permet aussi de consulter en écrit, ce qui est un peu une particularité. Voilà. Et voilà. Et puis, je crois qu'on vous avait reçu, nous, ce n'est qu'un juste retour des choses, pour notre émission sur l'homosexualité. Donc, c'était... Oui, on a qui était à Paris il y a quelques mois. Un sujet sur la génétique, et Vlad avait parlé de... J'avais parlé de la place des sexualités et identités alternatives dans la pop culture et surtout le jeu vidéo. Voilà, et Podcast Science, c'est aussi là qu'intervient souvent Pierre Carner, qui était notre invité la dernière fois. Absolument. Voilà, qui était aussi invité d'ailleurs à cette édition de Podcast Science sur l'homosexualité. Voilà, c'est une petite famille. C'est ça. On se croise souvent. Alors, du coup, en préparant cette émission, on a organisé ça en 3 grandes parties. Et d'abord, on voulait commencer par te demander de nous expliquer ce que c'est qu'un logicien, en gros, et nous parler des maths, etc., pour faire une introduction en douceur, sans trop de formules. Hein, on ne va pas écrire au tableau. Ouais. Voilà.
Et en particulier, j'avais insisté sur dire qu'il présentait ce que c'est un logicien parce que le théorème de Gödel, c'est un théorème de logicien et c'est quand même des bêtes assez particulières, les logiciens, parce que c'est des gens qui s'attachent à tout définir. Oui. Concrètement, et même quand on a dit tout définir, en général, la plupart des gens dans leur imagination se rendent pas compte de ce que ça veut dire, quoi. C'est-à-dire que si vous prenez un peu les bases des mathématiques, un peu comme on les fait aujourd'hui, c'est ce qu'a fait Euclide dans un bouquin qui s'appelle Les éléments. C'est un bouquin où pendant toutes les premières pages, il définit tout. Il dit, voilà, un point, ce que je vais appeler un point, ça va être ça. Une droite, je crois qu'un point, il dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas diviser. Il va dire ce que c'est une droite, il va dire ce que c'est, qu'est-ce que c'est une droite à 2 points, une droite qui passe par 2 points, etc. Donc il va poser plein de règles du jeu pour à la fin pouvoir faire des démonstrations. Et à la fin du premier volume des éléments, qui est 6 volumes, il arrive à démontrer le théorème de Pythagore. Et c'est un peu ça qui a lancé cette logique de dire on va essayer de tout définir, d'aller le plus jusqu'au bout des définitions. Et c'est là où c'est important de comprendre que le théorème de Gödel s'inscrit là-dedans, et même les mathématiciens, la plupart, prennent plus le temps forcément de tout définir. C'est-à-dire que les mathématiciens définissent beaucoup plus de choses que dans les autres sciences. Ils prennent beaucoup plus de temps à définir ce qu'ils vont utiliser comme hypothèse et comme règle. Mais même la plupart des mathématiciens prennent plus le temps de dire qu'est-ce que c'est l'addition, pourquoi j'ai le droit de faire 1 + 1 = 2. Alors qu'il y a des logiciens qui, pendant, je crois, plusieurs centaines de pages, se sont amusés à démontrer que 1 + 1 = 2, par exemple. En même temps, s'il faut 2 volumes pour faire Pythagore, le mec qui veut faire des trucs compliqués, il va passer sa vie, quoi. Ouais, et en plus, 2 volumes pour faire Pythagore, il y a d'autres derrière qui se sont dit c'est peut-être pas suffisant, quoi. Ah, en plus. Donc... mais ça, c'est les mathématiques. C'est pour ça qu'on les aime pas, les mathématiciens, parce qu'ils sont jamais contents, c'est jamais assez expliqué. Oui et non, parce que ce qui est intéressant dans un contexte comme le vôtre, un contexte d'émission sceptique, c'est que, et qui va bien faire le lien avec Gödel, c'est que le théorème de Gödel, c'est un théorème de maths, et les maths les plus pures et les plus rationnelles qu'on puisse trouver. C'est-à-dire que c'est très très loin d'un théorème ésotérique. Le théorème de Gödel, tout est défini. Le moindre mot qui apparaît est défini, et le moindre saut de ligne est justifié. C'est pas en gros ça marche ou que ça. Non, tout est défini parfaitement. Donc c'est pour ça que je voulais insister sur qu'est-ce que c'est qu'un logicien, etc. quoi. En particulier, oui. Juste parce que donc Gödel, ça s'inscrit dans ce qu'on a appelé dans l'édito un système d'axiomes. Ça, on va y revenir parce que c'est l'élément important pour comprendre le théorème, est-ce que j'ai compris. Donc voilà, donc pour partir d'un système d'axiomes, il faut un système d'axiomes, c'est le cadre dans lequel on définit tout au départ pour après avoir des conclusions. Alors, en général, dans une théorie, il y a des définitions. Donc ça, c'est comme je disais, voilà ce que c'est un point, voilà ce que c'est une droite. Et à côté de ça, il y a des axiomes qui vont plus être des propriétés dont on va décider qu'elles sont vraies. Par exemple, dans la géométrie euclidienne, on va dire par 2 points, il passe une droite. Donc on a décidé de croire que c'était vrai. Alors il y a beaucoup de gens, pour les axiomes mathématiques, ils sont assez simples, tellement simple que la plupart des gens se disent c'est débile d'avoir besoin de préciser qu'on suppose ça. Mais en fait, les mathématiciens, l'idée c'est qu'ils disent moi je vais me servir de cette règle-là, donc je la pose et je montre que je ne l'ai pas démontrée, juste je la pose. Okay, oui. Et c'est important de comprendre ça parce qu'un axiome, comme on a posé qu'il était vrai, il n'y a rien qui ne prouve qu'il est vrai. Et si on reprend la géométrie euclidienne, qui est un bon exemple parce que les gens arrivent à le visualiser, il y a le 6e axiome qui dit par un point extérieur à une droite passe une seule droite parallèle. Donc si vous faites le dessin dans votre tête, vous avez une droite, vous faites un point à l'extérieur de la droite, il y a une seule droite parallèle qui passe. Ça, c'est un axiome. Donc sur un plan, c'est ça. C'est un axiome. Ça veut dire sur un plan. Euclidien, ça veut dire sur un plan, et justement, c'est un axiome. Et il y a beaucoup de gens pendant longtemps qui se sont dit peut-être que c'est pas un axiome parce que ça paraît plus compliqué que dire par 2 points passe une seule droite. Et donc ils ont essayé de raisonner par l'absurde, c'est-à-dire en supposant qu'il était faux et en voyant s'ils arrivaient à une contradiction. Et en fait, ils sont arrivés à construire d'autres géométries. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs théories mathématiques qui sont contradictoires entre elles, mais qui donnent des ensembles cohérents chacun. Donc on a la géométrie euclidienne qui est la géométrie plane, et on a la géométrie sur une sphère, par exemple sur un ballon. Si les droites, ce sera plutôt des grands cercles qui passent par les 2 points diamétralement opposés. Et on n'aura pas cette propriété du 6e axiome, mais on arrivera à faire de la géométrie dessus. Donc on a de la géométrie où par un point passe plusieurs droites parallèles à une autre. Voilà, alors il y a plusieurs hypothèses. On peut dire que n'en passe aucun, c'est mieux. ou alors passe une infinité de droites. Ah mince.
Alors, dire passe 3 à droite, les mathématiciens, ils n'aiment pas. En général, c'est soit 1, soit 0, soit une infinité. D'accord, 1, 0 à l'infinité, c'est bien. Mais c'est propre. En général. C'est bien rangé. Et donc, justement, c'est ça la grande différence aussi entre des maths, c'est qu'il y a un langage qui est très précis. Et que le langage des maths, et ça va être au cœur du sujet, le langage des maths, il est très dur à traduire dans le langage courant, vernaculaire, avec des mots qui ne sont pas faits pour faire les maths à la base, quoi. On va peut-être parler un peu plus du théorème de Gödel avant d'en venir justement aux applications réelles. Oui. Mais en effet, le langage courant, si on parle juste des contradictions, on ne se rend pas compte à quel point on passe notre temps à avoir des contradictions. Et oui. Et alors que c'est interdit en maths. Enfin, je crois que vous avez parlé dans une vidéo de dissonance cognitive. L'humain, c'est une bestiole à dissonance cognitive concrètement. Et les maths, c'est interdit ça. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop les maths quand on est humain, en fait. Donc toi, tu n'es pas totalement humain, donc tu aimes les maths, c'est ça? C'est pour ça. C'est ça. Non, pas exagéré. Mais c'est un contexte. C'est plutôt pour ça qu'en fait, il y a une citation. Je me souviens plus des auteurs. J'ai une mémoire qui est atroce. Mais une citation qui dit c'est pas les maths qui sont compliqués, c'est le monde autour qui est compliqué. Parce que finalement, les maths, c'est des règles bien posées, simples, et des règles d'interaction simples qui s'abstraitent de tout ce côté flou du monde, en fait. Les concepts flous, c'est vrai. Oui, mais pour avoir fait un peu de maths en terminale S, il y a quand même des choses qui sont sûrement simples, hein, mais on n'est pas remis pour les utiliser, quoi. On n'a pas le cerveau. Ouais, voilà, qui sont par contre, mais souvent qui sont conceptuellement compliqués. Et ça, c'est aussi un autre truc très différent par rapport à la science, et en particulier par rapport aux altersciences, aux sciences alternatives, etc. C'est que l'intuition, c'est pas un argument en maths. Bah non. Ça peut aider à dessiner des théories, à essayer de les démontrer après, mais ça n'est pas une preuve. J'ai même jusqu'à dire que l'intuition n'est jamais un bon argument dans n'importe quelle science. Puisque la science fonctionne en nous montrant que nos intuitions sont fausses, toujours. Ouais, donc, mais tu as beaucoup de théories qui sont vraiment construites sur des intuitions assez fortes et pendant longtemps, avant qu'il y ait une preuve ça, oui. C'est là où je disais, mais remarque en maths, c'est vrai aussi, hein, qu'il pourra y avoir des intuitions qui pousseront comme ça. Il y a Fermi et compagnie, ou Fermat, je confonds toujours les deux, avec ces fameux théorèmes qu'il n'a pas démontré lui-même, mais il était sûr qu'ils étaient vrais. Ouais. Après, il y a toutes les conjectures, etc. Voilà. Mais alors ça, c'est aussi une autre chose sur la notion de tout définir et aussi d'avoir de la précision, parce que en fait, ce qui est mal compris souvent, c'est aussi la notion de précision en maths. On entend beaucoup des choses sur le nombre d'or qui a tendance à agacer la plupart des vrais matheux, parce que le nombre d'or, c'est pas 1,61. C'est 1 plus racine de 5 sur 2. C'est un nombre irrationnel avec une infinité de décimales qui ressemble à l'aléatoire, même si ça n'en est pas. Donc, si c'était rationnel, on n'en veut pas. Non, nous on prend que des trucs qui sont rationnels. C'est pas 1,61, donc ça marche pas. C'est pas 1,6. Alors que la plupart des fois où on dit le nombre d'or est dans la nature, très souvent c'est juste qu'il y a 1,6 dans la nature, quoi. Oui. Donc, et ça suffit pas. Pour pi, c'est pareil. C'est pas parce que 3,14 apparaît, je crois qu'il y a des théories sur les pyramides, etc., que ça suffit. Non, pi, c'est pas n'importe quoi. On va encore avoir du courrier, on va avoir des gens qui vont se plaindre qu'on méprise les théories des gens. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'intuition, oui, on trouve pi partout. Enfin, dès qu'on a quelque chose qui est construit avec un cercle, forcément, il y a pi quelque part dans la construction. Voilà. Mais pour dire il y a pi quelque part, là, on va utiliser une démonstration mathématique. Oui, il faut un cercle. Et ce qui est intéressant justement dans le travail d'Euclide, c'est que ça caractérise beaucoup de choses sur la façon dont pensent les mathématiciens, c'est que c'est pas parce que tu auras fait des triangles rectangles plein de fois dans ta vie, dans ton jardin ou quoi, et que tu auras vérifié le théorème de Pythagore sur le tas, que tu pourras juste en déduire qu'il est vrai. Oui. On va chercher une preuve qui sera vraie tout le temps et qui devra du coup être plus abstraite. C'est un côté aussi, moi j'appelle ça la flemme du mathématicien, il a envie de le montrer une fois pour tous. Toi. Oui, ce qui n'est pas possible forcément avec les autres types de sciences. Voilà, la preuve absolue en maths, on peut l'avoir, quoi. Voilà, et les autres types de sciences ont tendance à plus fonctionner sur justement, quand elles ont une théorie, elles font tout pour la flinguer, pour justement apprendre des choses, quoi. Sur la réfutabilité des sciences. Ouais. Et justement, c'est une question. Juste, vas-y. Par rapport à ça, là où on va peut-être en venir, c'est est-ce que les maths sont une science ou une science comme les autres? Là, déjà, est-ce que c'est une science, les maths? Moi, je ne sais pas répondre à cette question, honnêtement. J'ai du mal plus à m'y passionner, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a certains fonctionnements qui sont différents, mais après, il y a des approches qui sont les mêmes. Là, on parlait de la réfutabilité. Ce qui est clair, c'est qu'un théorème mathématique,
il est entre guillemets pas réfutable parce qu'on se rappelle de ces hypothèses en fait. Et souvent, ce qu'on oublie dans les sciences physiques, c'est qu'en fait, on réfute pas tellement la théorie, on réfute ces hypothèses en fait. On se rend compte que ces hypothèses ont un cadre, etc. Et comme dans les maths, on n'oublie jamais les hypothèses, elles sont pas réfutables en cet état-là, quoi. Le théorème, une fois qu'il est construit, il est étanche en fait. Voilà, la seule réfutabilité, c'est de montrer que la démonstration est fausse. Et ça peut arriver. Typiquement, tout ce qui est toutes les constructions dont on parle de Gödel, c'est aussi à une époque où on s'est rendu compte que nos systèmes d'axiomes n'étaient pas assez poussés et permettaient des contradictions. Et du coup, il a fallu construire des systèmes d'axiomes qui fonctionnaient mieux. Et il y a un peu un choix politique, parce que du coup, on se dit, est-ce que certaines théories, on les garde ou pas, parce qu'elles ont l'air bizarres, toutes les théories sur l'infini, par exemple. Oui. Il y a eu aussi toute une bataille, et c'est là où on rejoint sur le côté est-ce que c'est une science ou pas, parce qu'il y a de l'évolution. En fait, il y a eu tout plein de mathématiciens qui se sont battus contre cette rationalisation des maths en disant non, l'intuition c'est important. D'accord. LGJ qui m'aide, donc c'est von Neumann qui dit que si les gens ne croient pas que les mathématiques sont simples, c'est seulement parce qu'ils ne réalisent pas à quel point le monde est compliqué. D'accord. Ouais. Mais justement, pour peut-être parler de cette opposition ou pas entre maths et sciences, si on part du principe que la science, on définit la science comme j'aurais tendance à le faire, comme des modèles qui expliquent comment marche le monde, dans la mesure où les maths, on commence par créer un monde en posant des définitions, en fait on travaille sur un monde imaginaire. On n'est pas sur le monde réel. Donc peut-être qu'en effet c'est juste un outil, c'est un jeu de logique, une construction, et après en physique on est à l'interface et on applique ces modèles-là dans le monde réel. Mais les maths en elles-mêmes... Alors, ce que tu dis est vrai, d'un point de vue purement théorique, c'est vrai ce que tu dis, mais en fait, surtout de plus en plus, les problèmes que se posent les mathématiciens sont inspirés par des problèmes que ont les physiciens et les autres sciences, et donc sont directement inspirés du monde réel. Après, eux, ils s'y intéressent de manière théorique, mais tu as quand même ce lien-là qui existe. Après, il y a aussi des matheux qui s'intéressent à des problèmes pour les problèmes, ça existe et ça a toujours existé. Donc, il y a quand même un petit lien en fait d'intuition, etc. Dessus. Mais après, oui, je suis d'accord. Il y a plus un côté où c'est des outils pour les autres sciences avant tout, plus qu'être une science en soi, quoi. Vlad voulait intervenir. Oui, c'était juste pour dire qu'il y avait deux interventions intéressantes sur le chat. Bon, déjà, on a une clarification pour la citation que tu as donnée tout à l'heure, qui serait plutôt If people do not believe that mathematics is simple, it is only because they do not realize how complicated life is. C'est-à-dire, si les gens ne comprennent pas, si les gens ne croient pas que les mathématiques sont simples, c'est tout simplement parce qu'ils ne réalisent pas à quel point la vie est compliquée elle-même. Et ce serait donc de von Neumann. C'est ce qu'il avait corrigé. C'est ça. D'accord, très bien. C'est difficile de suivre en même temps le live et le chat. Vous l'avez vu 2 fois, dont en anglais, c'est magnifique. Exactement. La tronche en live. Avec une prononciation magnifique. Mais oui, il est fort pour ça. N'est-ce pas Et puis une autre intervention qui dit, par rapport à ce qui se dit dans l'état actuel de mes connaissances, le théorème de Gödel fait suite au mouvement philosophico-mathématique du logicisme, qui voulait montrer, et c'est là où Gödel a fait mal, que les maths reposaient sur la logique uniquement. Loi de non-contradiction, du tiers exclu, bref, truc tenu pour évident. Ça prend place dans un débat parmi les mathématiciens sur la nature et les fondements des mathématiques. Et parmi les 3 mouvements, il y en a qui soutenaient justement que les maths reposaient sur l'intuition. Poincaré, Brouwer. Les 2 autres camps, c'était le formalisme, avec Hilbert notamment, et le logicisme de Frege ou Russell, par exemple. Voilà, bon, on a quelques précisions. C'est ça, ce qui m'échappe. C'est le contexte historique, mais c'est vrai que c'est hyper important parce qu'on va en parler sur... Voilà, ça c'est la partie 2 en fait, le contexte historique. Ouais. Et donc là, on va juste continuer l'introduction sur ce que c'est que les maths. On a parlé donc du lien avec la science, mais j'aimerais que tu nous parles du lien entre les maths et le réel, parce qu'il y a un truc qui est étonnant, c'est qu'a priori, les maths, ça marche pour décrire le monde. Et ça, en soi, c'est bizarre. Ouais, alors ça, pour le coup, moi, ça me travaille moins parce que les maths, c'est quand même une arme de destruction, enfin une arme de construction massive, en fait, pour justement modéliser n'importe quoi. Oui. C'est-à-dire que justement, tu as des théorèmes qui sont extrêmement puissants. Le fait qu'on arrive avec des fonctions à modéliser la bourse ou je ne sais quoi, enfin, la bourse, c'est peut-être un mauvais exemple, ça va pas être des fonctions, mais avec de modéliser des mouvements de planètes, etc., c'est aussi parce que on a des outils qui sont tellement puissants qu'en fait, ils pourraient modéliser n'importe quoi en mettant une complexité suffisante à l'intérieur. Mais et ça a été prouvé. C'est ça qui est intéressant, c'est que on a parfois ces questions dans les gens qui nous regardent, c'est que comment ça se fait que le cerveau qui n'a pas évolué pour faire des maths,
à la base, on est quand même des primates dans la savane et on essaie de survivre en évitant de se faire becqueter par des ours, en gros. Comment ça fait que le cerveau qui est le même, à l'heure actuelle, soit capable de produire cet outil-là qui, comme tu dis, a une puissance incroyable parce qu'il peut modéliser a priori tout. En fait, quand tu dis le cerveau n'a pas grandi pour faire des maths, peut-être que justement la capacité à faire ce type de raisonnement a été un avantage évolutif aussi. Oui, d'une certaine manière, bien sûr, mais on n'a pas évolué pour faire des fonctions pour calculer le cours de la bourse, alors qu'il y a des gens qui essayent maintenant avec des modèles. Non, mais dans l'histoire de l'humanité, le fait de pouvoir faire du commerce, par exemple, ça a permis de se développer, d'aller beaucoup plus rapidement que d'autres espèces, à de la richesse, etc. Les gens qui faisaient le commerce derrière. Les gens qui étaient déjà Homo sapiens, ou en tout cas oui, il s'est passé des choses avant. C'est pas a priori, à ma connaissance, c'est pas ce filtre-là qui a été déterminant dans l'histoire. Ça a eu un rôle, forcément. Mais donc, du coup, le fait qu'on ait cette capacité-là, qui est certainement due à autre chose, qui n'a pas été sélectionnée au départ, c'est vrai que en soi, c'est une énigme. Peut-être qu'on aurait une réponse. Mais à l'heure actuelle, c'est assez interpellant pour c'est interpellant. C'est vrai que c'est interpellant. Après... Mais donc toi ça ne t'inspire pas grand-chose, cette relation entre les maths et le réel? Pour moi, c'est vraiment des outils qui sont faits pour aller... Ce qui est vrai, c'est que le déclenchement de commencer à faire des maths, c'est vrai que c'est étonnant et tu as raison, c'est très intéressant. Je me demande si on trouvera un jour une réponse à ça. Après, sur le fait que les maths sont efficaces, ils sont construits pour ça, ils sont construits pour être efficaces. Donc en effet, ils arrivent à modéliser le réel. Peut-être ce qui est plus étonnant, c'est le fait que le réel se laisse modéliser. C'est-à-dire, par exemple, qu'on ait une notion d'expérience reproductible. Ça peut être étonnant de se dire, tiens, on a un monde où on arrive à reproduire des choses. Et là, la limite, ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un monde où on peut reproduire des choses, on peut commencer à faire justement de la science et aussi faire des maths, parce que c'est aussi sur ça que sont basés. Enfin, les maths ont beaucoup de mal avec des théories qui ne sont pas reproductibles, voire même ne savent pas faire, quoi. Les probabilités aident, c'est-à-dire ils ne sont pas complètement reproductibles, mais il y a quand même des comportements qui reviennent. Ce qui est étonnant, c'est là où il y a un lien avec la science, quoi. C'est pas les maths, c'est le monde, en fait. Ce qui est étonnant. Ce que tu es en train de me dire. Toi, mathématicien, pour toi, les maths, c'est parfaitement banal. En revanche, le monde, c'est bizarre. Mais après, je crois qu'il y a des gens, alors là, je ne suis pas spécialiste, qui ont bossé là-dessus, qui ont montré, par exemple, qu'on pouvait vivre qu'en dimension 3, que dans dimension 2 ou plus, c'est pas top. Du coup, j'imagine qu'il doit y avoir des résultats aussi qui disent qu'un monde où rien n'est reproductible, ça ne doit pas être très, très super stable, quoi. Oui, mais il y a la théorie comme quoi l'univers serait un hologramme. Bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais du coup, là, la dimension 3, du coup, elle est un petit peu optionnelle, j'ai l'impression. Mais bon. Quand tu prends théorie des cordes, etc., a priori, les dimensions supérieures sont quand même un peu recroquevillées sur elles-mêmes. Elles sont présentes, mais elles sont discrètes. Alors, dans le document de travail, tu avais écrit un truc que je ne connais pas, le paradoxe de Banach-Tarski. Ça c'était dans l'exemple dont on a parlé un peu sur les axiomes où ils peuvent être vrais ou faux et ils paraissent débiles. Il y a un axiome qui est assez déroutant parce que c'est ce qu'on appelle l'axiome du choix. Il est déroutant parce qu'il paraît vraiment débile, encore plus que l'axiome des parallèles. Grosso modo, il dit que dans un ensemble, on a le droit de choisir un élément. Ah oui. Voilà, ça va. C'est basique. Donc c'est un truc, on se dit, ça paraît cohérent de l'accepter. Et en fait, si on accepte ce truc-là, on arrive à démontrer des théorèmes extrêmement déroutants et justement qu'on n'arrive vraiment pas à appliquer dans le monde réel, dont ce paradoxe, ce théorème-là, qui est qu'on prend une sphère, donc un ballon, et on peut le découper en 6 morceaux et reconstruire en les réorganisant 2 ballons qui font exactement la même taille que le premier. Oui, alors là, du coup... Voilà, création de matière, tout ça, tout va bien. Vichos a fait une super vidéo là-dessus récemment. Si vous voulez tous les détails, il est rentré dans le détail, c'est bien courageux. Ça veut dire que en fait, le ballon, la peau du ballon est plus fine pour les 2 ballons, en vrai, c'est ça? Non, c'est vraiment la même chose. C'est 2 fois plus de volume, quoi. D'accord. Et donc tout va bien. La surface double, le volume double. Et... Voilà, bon, par contre, c'est des découpages qui sont un peu compliqués à faire dans le monde réel, voire pas possible pour l'instant, en tout cas. Okay. Vichos avait l'air de dire dans sa vidéo qu'il y avait des physiciens qui essayaient de voir comment ce serait applicable au monde réel, mais je crois que pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Mais c'est très déroutant et ça se base, en gros, sur cet axiome-là, qui pourtant paraît évident, quoi. Donc, et potentiellement, les maths peuvent nous amener des conclusions qui ne marchent pas dans le monde réel. Voilà, c'est ça. Et ça, on le voit aussi en relativité. Où ce qui est amusant sur la théorie de la relativité, c'est qu'on a une théorie mathématique qui est assez poussée. Et il y a des choses qui ont été découvertes en cherchant des solutions à cette théorie. Et après, on les a observées. Mais ça ne veut pas dire que tout ce
découle de la théorie de la relativité sera observable un jour. Ok, oui. C'est pas parce que c'est des solutions que ça va marcher dans le monde réel. On a un truc qui modélise, mais c'est pas parce que donc typiquement tout ce qui est trou de verre, etc. Il n'y a aucune raison qu'on en trouve pour de vrai, quoi. C'est pas parce que c'est une solution de la théorie qu'on va en trouver. Oui, mais c'est ça qui est du coup le lien entre les maths et le monde réel. C'est ça, c'est que tu disais que les maths sont banaux, je sais pas. Mais du coup, le monde est pas contraint de suivre les lois que nous on dérive des maths. Et c'est ça qui est mais dans quelle mesure on peut prévoir à partir d'un théorème de maths, on arrive à des conclusions un peu bizarres. Dans quelle mesure on est capable dans les maths de prévoir si oui ou non ce sera compatible avec le réel. Ça existe ça, ou il faut vraiment passer par le volet empirique? Pour moi, dans les maths, on ne peut pas, parce que par définition, un théorème mathématique, c'est des hypothèses et une conclusion. C'est ça. Et on n'oublie jamais les hypothèses. Donc le rapport au réel, c'est de dire, tiens, dans mon monde réel, ces hypothèses, ça colle. D'accord, donc c'était pour revenir là-dessus, vraiment pour montrer qu'on a deux choses qui sont totalement séparées. Donc il n'y a pas d'empirisme dans les maths, a priori. Ouais. Voilà, c'est important ça. Et voilà, donc est-ce qu'on a des questions par rapport au lien entre les maths et la réalité dans le chat, mon cher Vlad? Pas encore. Voilà, donc, mais bon, en tout cas, le chat fonctionne. Ça discute bien. Techniquement, tout marche bien. On n'est pas habitué, hein, donc voilà, tout se passe bien. Pour revenir juste sur le paradoxe, il y a une remarque d'LJJ là, justement dans le chat à l'instant, qui est donc un merveilleux blogueur, Shuro Manesco, Vachkiri Intégral Curviligne. J'adore faire de la pub pour son blog parce que le nom est merveilleux. Redis-le lentement pour tout le monde. Shuro Manesco, donc c'est les merveilleux choux avec des fractales dessus. Oui. Vachkiri, je pense qu'il a mis de la Vachkiri juste pour le plaisir, et Intégral Curviligne. Bah dis donc. Meilleur nom du monde. Et donc, il disait que dans le paradoxe de Banach-Tarski, je l'ai dit très rapidement, mais c'est bien de le répéter, en fait, il découpe la sphère en morceaux, dont certains des morceaux, la notion de volume n'existe plus, en fait. On ne peut pas parler de volume. Donc, en les récompensant, certes, le volume est modifié, mais en fait, au milieu, il y a de la triche, parce qu'il y a des objets dont le volume n'existait plus. D'accord, c'est de la magie, c'est de la précipitation. En fait, il a fait disparaître le volume. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas de la magie, parce que ça se sert des mêmes axiomes dont on a besoin pour plein de théorèmes hyper importants. Sinon, on l'aurait dégagé, l'axiome du choix. D'accord. Mais ouais, enfin c'est. Donc c'est là où c'est très déroutant par rapport à ce que tu dis. Ouais, il y a des trucs qui s'appliquent, d'autres qui s'appliquent pas. Notez-vous, évidemment, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est un peu tout le sel de la chose, c'est qu'il faut le vulgariser pour que les gens comprennent un peu. Et c'est pas facile. Du coup, est-ce qu'on. Il y a un peu tôt pour faire la pause musicale maintenant aussi? Oh bah non, on peut. On fait la pause musicale et donc on passera juste après, donc la partie 2, avec le contexte historique du théorème. Comment ça se fait que Gödel en est arrivé à nous parler de cette chose de l'incomplétude? Alors Vlad, qu'est-ce qu'on va écouter? Alors par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence par Aerion? Oui. Aerion, donc morceau qui s'appelle E = MC², qui est une équation que tout le monde connaît plus ou moins, ou alors c'est vraiment inquiétant. Égale MC2. Voilà, et c'est donc du groupe Aerion, et c'est très très bon. Nous sommes de retour avec Nico Tup, le mathématicien de Podcast Science. Nico? Ouais. Tu es là. Et donc, pour parler du contexte historique. Donc, le théorème de Gödel est arrivé parce que quoi? Alors, le théorème de Gödel est arrivé à un moment, et en fait est très important pour le moment principalement historique dans lequel il se place. C'est-à-dire qu'on est à un moment qui est ce qu'on appelle la crise des fondements, où on se pose un peu toutes ces questions de comment bien tout définir, etc. On se rend compte qu'il y a toute une partie des choses qui sont mal définies, en particulier tout ce qui est nombre, c'est-à-dire on s'était dit pendant très longtemps, les nombres c'est facile, 1, 2, 3, 4, il n'y a pas besoin d'aller plus loin de définir, et puis il y a des gens qui se sont dit non, il faut aller plus dans le détail, etc. Et il y a un certain Russell qui met en avant un paradoxe qui existe dans les théories. Alors il y a plein de manières de le formuler. Grosso modo, la manière la plus simple de le comprendre, c'est une phrase qui dit « cette phrase est un mensonge ». D'accord. Donc si la phrase est vraie, elle n'est pas vraie, et si elle n'est pas vraie, elle est vraie. C'est le fameux paradoxe du menteur de... Mince, c'est un philosophe qui dit ça C'est Russell, en fait. Ah non, ça date des Grecs, ça. Ou alors c'est lui qui l'a dit, mais en utilisant comme exemple un crétois. Peut-être, je ne savais pas que c'était... Ah oui, c'est ça, c'est un dérivé du paradoxe du crétois, je vois dans le magnifique Wikipédia. Donc, voilà, donc c'est raison. Bon, lui, après, il le formule aussi en termes mathématiques, c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, le formuler en forme de phrase, bon, c'est marrant. Le formuler en termes mathématiques, ça veut dire qu'on a une contradiction dans la théorie. Et le problème des théories avec une contradiction, c'est qu'on peut tout démontrer à l'intérieur. Oui. Donc tout est vrai et au passage tout est faux vu qu'on a des contradictions. Donc
une seule contradiction suffit pour que toute la théorie soit pour vraie ou tout fausse. flinguer, quoi, concrètement. C'est ça, pour tout flinguer. Intéressant parce que souvent ceux qui utilisent Gödel, bien souvent, se réfugient derrière Gödel pour cacher leurs contradictions. Et c'est amusant parce que ce que tu dis, c'est que dès qu'il y a une contradiction, la théorie, on peut l'acheter. Enfin, elle peut être utile, mais on ne peut pas conclure avec. C'est ça. Alors après, il faut faire attention à ce qu'on appelle contradiction. Là, je parle d'une contradiction mathématique, c'est-à-dire une propriété dont on a montré qu'elle était vraie et fausse. Une contradiction dans une théorie scientifique, c'est très différent parce que quand tu as une contradiction, par exemple, le mouvement de certaines planètes qui ne collent pas parfaitement avec la mécanique newtonienne, c'est pas une contradiction de la théorie, c'est une limitation du modèle, si tu veux, mais ça va pas tout remettre en cause. En gros, tout ce qu'on a utilisé, on continue d'utiliser la mécanique newtonienne pour plein de trucs parce que c'est plus simple que la relativité, ça marche très bien, mais c'est moins précis que la relativité, quoi. D'accord. Donc Newton n'avait pas totalement faux, c'est ça. Voilà, et là c'est un peu ça qui va dans ce sens de cette crise des fondements aussi. C'est pas parce qu'on a trouvé une contradiction que tout ce qu'on a montré par le passé est faux, parce qu'en fait on se rend bien compte que on a quand même démontré des trucs qui avaient l'air de bien marcher. Et on a fait toute une théorie pendant des milliers d'années qui marchait bien. On a trouvé une contradiction, ça remet tout en cause. Mais on se rend bien compte qu'il y a un problème. Donc la philo derrière a plus été de se dire on va remettre un système d'axiomes qui va empêcher de faire ça. D'accord. Et on va s'arranger pour que ce système d'axiomes permette toujours de faire les trucs qui marchaient bien. Donc en fait, il cherchait un système d'axiomes entre guillemets absolu, à partir duquel on puisse plus se tromper. Ça, c'est un autre élément. Déjà, il y avait le côté, on va réparer nos axiomes, quoi. On va mieux définir nos trucs et on va faire attention à ce qu'on puisse pas tout casser. Attends, après, juste une pause, qu'on a parfois des polyphrases. Donc la phrase de ce soir, c'est « on va réparer nos axiomes ». C'est très beau, merci. Voilà. C'est élégant. Ça va être le titre. Et donc... une fois qu'on a réparé nos axiomes, comme je disais tout à l'heure, les mathématiciens, c'est des flemmards. Donc ils se disent, on s'était quand même sacrément chiant à faire de réparer nos axiomes. Donc on va tâcher de le faire une fois pour toutes et pour de bon. Donc pour le faire une fois pour toutes et pour de bon, il faut d'abord qu'on démontre qu'avec ces axiomes-là, on ne pourra jamais avoir de contradiction. Comme ça, ce sera fait, ce sera réglé. Et deuxièmement, il faut qu'on démontre que toutes les propriétés qu'on peut écrire avec ces axiomes et avec ces définitions, on peut les démontrer. Ah, et c'est là qu'intervient Gödel, je crois. Et c'est dans les deux cas qu'intervient Gödel. Ah mince, j'ai raté un truc. Avec les deux théorèmes de Gödel, il intervient dans les deux cas. Donc ça, c'était le grand rêve de Hilbert en particulier, qui disait, voilà, prouver que la théorie du moment, concrètement, elle permet de tout démontrer et en plus, elle est cohérente. Comme ça, ce sera fait, réglé une fois pour toutes, les mathématiques sont parfaites et tout peut être démontré dedans, donc on peut continuer à jouer, quoi. Et donc, c'est dans ce contexte qu'arrive Gödel, où il montre sous certaines hypothèses, et on va revenir sur les hypothèses, parce que tout théorème a des hypothèses, il dit, non. D'abord, il existe dans cette théorie, et en fait, dans toute théorie qui contient les nombres, on va préciser ce que ça veut dire contenir les nombres, dans toute théorie qui contient les nombres, il existe une proposition, au moins une, qui est vraie, mais qui n'est pas démontrable. D'accord, donc au moins une, donc c'est ou une ou l'infini, quoi. Ouais, alors en fait, avec sa construction, tu peux en construire une infinité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu en as trouvé une qui n'est pas démontrable, tu te dis très bien, je vais la poser en axiome. Et maintenant, avec celle-là, plus c'est l'axiome, non, en fait, tu continues et tu peux construire une infinité de théories qui ne marche pas. Donc là, il flinguait le premier rêve, le rêve de complétude. Et le deuxième truc, le deuxième théorème, il dit concrètement, avec les mêmes hypothèses, on ne peut pas montrer la cohérence d'une théorie à l'intérieur de la théorie. Alors ça, c'est sacrément problématique parce que ce que ça veut dire dans le concret, ça veut dire que si tu veux démontrer la cohérence de ta théorie, tu es obligé de te rajouter des hypothèses. Et ça, c'est pas du tout satisfaisant parce que ça veut dire que tu vas te rajouter des hypothèses. Donc à ce compte-là, autant te rajouter l'hypothèse, ma théorie est cohérente, quoi. Mais une fois que tu as rajouté une hypothèse x plus 1, est-ce que c'est suffisant pour que ton hypothèse plus x plus 1 soit démontrée comme cohérente ou faut encore après en mettre non, x plus 2 il faut en rajouter une autre encore. À chaque fois, ça n'arrête jamais, justement. C'est la régression à l'infini, en fait. C'est là où, historiquement, c'est extrêmement important parce que ça flingue tous les rêves de faire une théorie complète et cohérente, quoi. Donc, vu d'un œil néophyte des maths, on a l'impression que Gödel a détruit les maths. Alors, il n'a pas détruit les maths. Il a tout cassé les maths. C'est pas très gentil. Il a pas détruit les maths parce que juste, en effet, c'est moins parfait que ça pourrait l'être. Je pense qu'il y a beaucoup de rêves de mathématiciens qui sont déçus. Mais moi, j'aime bien formuler ça comme ça. En gros, les mathématiques sont pas parfaites, mais au moins on l'a démontré, quoi. Oui, au moins on le sait.
C'est-à-dire que voilà, il a montré qu'il y avait des limites et des limites intrinsèques aux maths et en fait plus précisément intrinsèques aux nombres. Et il se trouve qu'aujourd'hui, faire des maths sans les nombres, c'est assez compliqué. Il y a des théories qui existent, qui n'ont pas trop besoin des nombres, mais c'est quand même assez limitant parce que on va plus pouvoir faire des additions, on va plus pouvoir faire des multiplications, on n'a plus les nombres. Des maths, alors question totalement d'un mec qui n'y connaît rien. Des maths sans nombres. En 2 mots, on les utilise comment? Quand tu fais de la géométrie, par exemple, si tu fais vraiment de la géométrie à la façon des Grecs, sans poser toutes les équations. C'est que des rapports. Voilà, tu fais des rapports, tu vas parler purement en géométrique. Dans Euclide, finalement, il n'a pas vraiment besoin de nombres de mémoire dans ses éléments. Il va parler d'intersection de droite, etc. Quand on fait des rapports, on n'a pas des nombres, non? Alors, quand tu fais des rapports, si, mais typiquement, sur tout ce que fait Euclide, tu as des façons de formuler la géométrie euclidienne avec certains axiomes qui sont un peu limitants, mais où tu as une théorie qui est complète, là où tu peux tout démontrer à l'intérieur. Et pas de nombre. Et voilà, il n'y a pas de nombre, sinon ce ne serait pas le cas, parce qu'il y a le théorème de Gödel. D'accord, ok. Non, mais donc ça introduit aussi... Pardon, je suis très basique, mais parce que ça m'échappe un petit peu, je pense que la plupart des gens risquent de passer à côté du tout. Voilà, donc la géométrie, c'est des maths sans nombre. C'est tout bête, mais c'est important de le répéter. Alors, il faut faire attention quand tu dis ça, parce que tu peux avoir une partie de la géométrie, une petite partie de la géométrie qui va être des maths sans nombre. Après, il y a plein de résultats mathématiques en géométrie qui ont besoin des nombres pour y arriver, quoi. Donc c'est pas toute la géométrie, mais tu peux construire une partie de la géométrie. Tu peux aussi faire une théorie arithmétique, donc avec les nombres où tu n'aurais que l'addition, tu n'aurais pas la multiplication, où tu peux réussir en limitant un peu les règles à faire un truc complet où tu peux tout démontrer. D'accord. Bon, mais avec les nombres, a priori, Gödel a un peu cassé la machine. Et donc, un peu cassé la baraque là-dessus, quoi. Et une fois qu'on a fait ça, alors une fois qu'on a cassé le... d'abord, peut-être qu'on va parler du théorème en lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait pour le... Alors, sur le théorème en lui-même, comme je vous ai dit tout à l'heure, un théorème mathématique, ça a des hypothèses. Et c'est ça qui est sans doute le plus important pour les réutilisations de ce truc-là. C'est que le théorème de Gödel, il ne dit pas toute théorie a des contradictions, forcément, n'est pas complète et on ne peut pas montrer sa cohérence. Parce que déjà, je vous ai dit qu'il y avait des théories qui étaient complètes. À titre informatif, ça va vraiment faire mal à la tête, mais je trouve que c'est amusant. On disait tout à l'heure qu'une théorie incohérente, tout était vrai. Donc c'est une théorie complète. D'accord, oui. Vu que tout est vrai. Mais tout est faux en même temps. Pourquoi je précise ça? Parce que le premier argument du théorème de Gödel, c'est justement, on parle d'une théorie cohérente. Si elle n'est pas cohérente, tout est vrai, donc c'est complet. Oui. Donc toutes les phrases sont importantes. Donc pour se baser sur le théorème de Gödel, en fait, j'ai un peu cherché une formulation qui a été intelligible. J'en ai pris une qui vient d'une traduction en français d'un livre qui est mondialement connu, qui s'appelle Gödel et Scher et Bach. Je suis en train de le lire, mais c'est long, alors Voilà, c'est long. Et c'est un peu fastidieux par moment parce que justement, il y a toutes les histoires de système autoréférent, cette phrase est fausse, etc., qui sont pas faciles. Bon, lui, il formule le premier théorème de Gödel par toutes les formulations axiomatiques consistantes de la théorie des nombres incluent des propositions décidables. Donc là, on va y aller mot par mot parce que tous les mots c'est important. S'il te plaît, oui. Là, c'est pas possible. Alors, les gens prenaient des notes. Il y aura une interrogation à la fin de l'émission. Non, mais je vais y aller mot par mot parce que si on veut vraiment comprendre un peu dans quel cas ça se fait, c'est important justement de bien comprendre qu'un théorème mathématique, tous les mots sont importants. Les mathématiciens, ils n'aiment pas rajouter des mots pour rien, c'est des flemmards. Donc, on a parlé d'abord de toutes les théories axiomatiques. Donc les formulations axiomatiques, en fait, c'est ce dont je parle depuis le début, c'est des trucs où on a des axiomes, on a des définitions, on a des règles pour faire des démonstrations, pour à partir des axiomes et une propriété qui est vraie, de dire la suivante, elle est vraie, et de proche en proche comme ça, on arrive à démontrer d'autres propriétés. C'est ça une formulation axiomatique. D'accord. Donc c'est en gros, pour passer d'une ligne à l'autre, on fait des choses très mécaniques, on applique des règles qu'on a le droit d'appliquer, on n'a pas besoin d'interprétation. On n'a pas besoin c'est pas de la politique, on applique des règles mécaniques. Aujourd'hui, on pourrait les confier à un ordinateur. Il n'y a pas besoin de faire d'interprétation dessus, quoi. Donc ça, c'est pour formulation axiomatique. Ensuite, il dit consistante. Donc là, c'est ce que je disais, c'est que ça veut dire que la théorie en question n'a pas de contradiction, aucune. Donc déjà, si on est dans une théorie qui a des contradictions, on va parler tout à l'heure du langage, on ne peut pas appliquer le théorème de Gödel. Et après, on arrive au truc un peu flou pour la plupart des gens, c'est de la théorie des nombres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la théorie des nombres ?
grosso modo, ça veut dire que c'est une théorie où on peut définir les nombres. Donc en gros, il faut 0 et une fonction qui permet d'ajouter 1. Qu'on peut définir l'addition et la multiplication. Et puis, il faut aussi un certain nombre d'énoncés. Bon, ils sont parfaitement précisés. Je ne vais pas les préciser ici parce que ça vaut pas le coup de plonger dans le détail. Mais grosso modo, c'est ça. Ça veut dire deux choses à la fois importantes. Ça veut dire que c'est pas toutes les théories où on utilise des nombres. On parlait tout à l'heure du langage ou d'autres choses. On n'a pas forcément besoin des nombres. Et ça veut dire aussi, d'un point de vue mathématique, que c'est des choses assez basiques. Faire des additions et des multiplications, si on doit s'en passer, ça va être assez embêtant, quoi. Exactement, ça va jusque-là. Ça paraît un peu exotique en fait, parce que tu nous dis que, mais comment on fait pour, parce que nous ça nous paraît tellement immédiat, 1 plus 1 égale 2, notre cerveau il va directement au fait que oui c'est vrai. Comment est-ce que, alors c'est un peu hors sujet, mais encore que, comment on fait pour rentrer dans cette boîte noire là, 1 plus 1 égale 2, et dire comment ça marche? Comment on fait? Je sais pas, en fait si tu prends les heures par exemple, les heures c'est modulo 60 minutes. D'accord, oui. Donc quand tu fais 60 minutes plus 20 minutes, en fait tu es à 20 minutes quoi. Enfin 60 minutes c'est un bon exemple. 40 minutes plus 20 minutes, tu es à 10 minutes. Donc tu n'es pas à 40 plus 20 qui est égal à 60, tu es à 40 plus 20 qui est égal à 10. Donc tu peux définir d'autres manières d'additionner, etc. Bon là, tu es encore dans de la vraie addition. C'est ça, mais sincèrement, c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas facile à comprendre en fait. Comment tu veux dire de travailler sans faire des additions? Oui, voilà. Comment, au point de départ, déjà, on a 1 plus 1 égale 2. Attendez, ça d'abord, il faut que je vous l'explique. Le mec qui vient et qui me dit d'abord, je t'explique pourquoi 1 plus 1 égale 2. Sans les chiffres, en fait, sans les nombres. C'est plutôt, en gros, dis-toi que c'est un sceptique de l'extrême. C'est-à-dire, c'est un mec, il ne va rien prendre comme fait accompli, quoi. Oui, 40 plus 20 égale 0. Merci, Xurvin, sur la chatroom, quand on a une montre. Bref, c'était 40 plus 30. Donc, oui, il va rien prendre de vrai par défaut, genre, c'est l'intuition, etc. Donc c'est vraiment, dans ce que vous faites dans la zététique, vous prenez rien d'absolu. Sauf que comme vous avez une certaine culture, une certaine culture au sens d'un environnement culturel, quand vous avez un environnement culturel, il y a des choses que, en effet, vous contredisez pas et en plus vous serez insupportable comme ça. Les logiciens sont insupportables. C'est vrai. Ils vont dire tiens, t'as utilisé le mot 0, qu'est-ce que c'est? Ah, tu l'as posé en hypothèse, ok, pas de problème. Mais de toute façon, c'est quoi? Les sceptiques, c'est vrai, par définition, sont des gens insupportables. Il y a des gens qui trouvent les sceptiques plus insupportables parce que justement, ils demandent de tout justifier. Dis-toi que le logicien, ça va être un niveau au-dessus. D'accord, donc c'est le super zététicien. C'est un peu ça. Donc voilà. Donc là, oui, il dit, moi, vu qu'il précise tout, il dit, moi, pour pouvoir démontrer mon théorème, j'ai besoin d'un truc où j'ai 0, où j'ai une fonction qui permet d'ajouter 1, comme ça j'ai tous les nombres, que je sais faire des additions et des multiplications, et puis 2-3 autres théorèmes, comme ça je peux te démontrer mon théorème. Mais si ça tu l'acceptes vrai, je peux te démontrer la suite. Et si tu as une fonction qui ajoute 1, comment tu ajoutes 0, 1 ou 0, 0, 0, 0, 0, 1? Je suis chiant. C'est-à-dire je sais pas, comment on peut avoir tous les nombres? Quand je dis qu'il ajoute 1, c'est-à-dire que tu pars de 0. Quand tu ajoutes 1, tu tombes sur 1, puis tu ajoutes 1, tu tombes sur 2, etc. Donc déjà, tu as tous les nombres positifs. Et après, quand je dis que tu as l'addition, en fait, tu as aussi l'opposé de l'addition. Tu as la soustraction qui vient avec, parce qu'il y a plusieurs règles qui viennent avec l'addition. Du coup, tu peux avoir les nombres négatifs, etc. Donc tu arrives à avoir tous les nombres. D'accord. Bon. On va dire tous les nombres entiers comme ça, en tout cas. Bon, vu que c'est pas le sujet principal. Mais voilà, c'est démontrer que voilà, il faut vraiment tout déconstruire, tout disséquer à définir au maximum pour là-dedans. Et c'est pour ça que c'est marrant que des gens qui sont plus dans la philosophie, dans l'ésotérisme, utilisent ce théorème, parce que c'est pas un théorème philosophique, c'est vraiment des maths, quoi. Et donc tu peux parler de l'intuition. J'ai l'impression que c'est justement tout sauf de l'intuition. Ce que fait Gödel, c'est que il prend ce qui nous paraît évident et il cherche à le déconstruire pour voir si c'est vrai. C'est ça? Ouais, c'est ça, ou du moins à définir ce qu'on appelle évident, quoi. Alors que dans les pseudosciences, il part du principe que oh là là, je sens que ça c'est vrai, ça doit être vrai. Mais même en maths, à l'époque de Gödel, il y avait un autre courant, donc le courant où il y avait le point carré. On avait quelqu'un dans la chatroom qui nous le disait tout à l'heure, qui eux, ils défendaient une vision intuitionniste des maths. Et donc ça marche pas. On peut pas être des bourrins comme ça à vouloir tout définir en absolu. Il faut qu'on garde de l'intuition, quoi. Et alors, est-ce que ce débat-là, il est résolu maintenant,
Disons que les gens qui étaient vraiment tout dans le formalisme, là on voit bien qu'ils ne pourront pas réussir à faire leur monde parfait comme ils l'imaginaient, mais les intuitionnistes, on a vu aussi, l'histoire des maths a montré qu'ils devaient refuser trop de choses pour continuer à raisonner par l'intuition. D'accord. Grosso modo, un peu dans la même époque, tu avais toutes les théories sur l'infini, qui étaient des choses très très jolies et qui permettaient de définir l'infini ou les infinis de manière un peu plus précise. Et les intuitionnistes n'aimaient pas trop parce que c'était très déroutant, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel de Hilbert. Vlad veut intervenir et après on en parle parce qu'en effet je connais et c'est amusant et bizarre. Simplement parce qu'on a une question avant que le sujet parte trop loin. On nous demande un exemple d'application ésotérique. Une application ésotérique. Non, mais alors c'est par exemple des gens qui, comme Deepak Chopra, qui vont te dire que l'esprit peut agir sur la matière, que si tu décides de ne pas vieillir, tu ne vieilliras pas. Et on leur explique, à côté, dans les faits, on voit l'inverse. Ils vont te répondre, oui, mais vous n'avez pas une connaissance absolue de l'univers, parce que Gödel a montré que la science n'avait pas accès au réel. Voilà. Bon, merci bien, au revoir. Et ça reste là, ça reste totalement en surface. Ils prennent juste l'intitulé du théorème qui dit que les théorèmes sont incomplets, que les maths sont incomplets, donc on n'a pas accès à la totalité de la réalité, et de là ils considèrent que comme il y a des choses vraies qui sont indémontrables, et ben leur truc à eux, il est vrai et il est indémontrable. Donc ils n'ont pas le démontré. En gros, si je résume la rhétorique ésotérique par rapport à ces questions-là. Et voilà. Mais maintenant on peut revenir à l'hôtel de Hilbert. Ouais, donc c'est dans les trucs qui étaient un peu contre-intuitifs et qui n'aimaient pas les gens qui étaient dans un raisonnement intuitif, mais qui ont beaucoup aimé les formalistes. C'est l'hôtel de Hilbert, un exemple assez amusant. Il faut imaginer un hôtel avec un nombre de chambres infini. Donc c'est grand. Tout va bien. Déjà c'est grand. Voilà, c'est assez grand et qui est complet, pas de bol, quoi. Et là arrive une nouvelle personne qui voudrait dormir dans l'hôtel de Hilbert. Et c'est pas une histoire drôle, hein. Et donc, on croit que l'hôtel est complet. A priori, la personne ne peut pas venir dormir vu que l'hôtel est complet. Mais Hilbert, qui a un peu de ressort, passe une annonce dans l'hôtel infini en disant toutes les personnes, allez dans la chambre avec le numéro supérieur. Donc, la personne qui habite dans la chambre 1, il va à la chambre 2. La personne de la chambre 2 va à la chambre 3. Et ainsi de suite à l'infini. Donc, ça se fait en 5 minutes, hein, parce que tout le monde va juste dans la chambre voisine. Et la première chambre est libre, donc la personne peut rentrer. Donc infini plus 1, ça fait infini, globalement. Mais alors comment est-ce que l'information circule instantanément dans un hôtel infini? Moi je ne crois pas. Pardon monsieur, je trouve que ça n'est pas très cohérent comme approche. On est dans un hôtel mathématique, donc on a des moyens de transmission infinis, tout ça. Un hôtel mathématique. M'oblige pas à te parler de la modélisation de la reproduction des lapins par Fibonacci, qui supposait qu'ils étaient immortels, tout ça. Oui, alors Fibonacci, j'en ai soupé... On est en première année et c'était pénible, hein, déjà. Donc, et donc, en fait, sur ces infinis, le truc, c'est que c'est déroutant l'infini, parce qu'il y a l'infini plus 1, on arrive à montrer que c'est l'infini comme ça. En fait, si le lendemain, comme il y a de la pub qui circule, alors sans doute à une vitesse infinie aussi, disant que quand l'hôtel est plein, il y a des gens qui arrivent à rentrer, le lendemain, il y a un bus infini qui arrive dedans, qui arrive pour rentrer dans l'hôtel. Bon. Et donc là, Hilbert passe une annonce en disant toutes les personnes, vous regardez votre numéro de chambre, vous le multipliez par 2, c'est votre nouveau numéro de chambre. Donc le 1 va au 2, le 2 va au 4, le 3 va au 6, etc. Et ce qui fait que toutes les chambres paires sont occupées, mais toutes les chambres impaires sont libres. Donc le bus infini peut rentrer dans l'hôtel. C'est quand même bien ça. Voilà, c'est pas mal. Alors le lendemain, je vais l'abréger, hein, mais le lendemain, il y a une infinité de bus infinis qui arrivent, ça rentre encore. Bref, l'infini, c'est grand, quoi. Et du coup, tout le monde se disait, en fait, l'infini, c'est l'infini, quoi. Il n'y a pas plus grand. Et puis Gödel a trouvé un infini plus grand que cet infini-là encore. Et du coup, le concept d'infini, on le comprend un peu en maths maintenant, ou ça reste complètement... bien sûr, on le comprend mieux, et on comprend mieux aussi du fait de Gödel. On comprend qu'il y a des... Enfin, pas Gödel, du fait de Cantor. On comprend qu'il y a des infinis qui sont de plus en plus grands, qu'il y en a une infinité, mais qu'on arrive à les différencier, quoi. Mais tout ça, pour pouvoir faire ces démonstrations-là, tu as besoin d'abstraction et d'outils qui sont tellement loin de l'intuition que c'était rejeté par toute une partie des mathématiciens de cette époque. On en revient à l'intuition, c'est important. Voilà, en revanche, l'infini, il me semble, que dès qu'on met un peu d'infini dans une théorie et qu'on propose ça aux physiciens, ils n'aiment pas trop l'infini, les physiciens. Si. Oui et non, parce que les physiciens, ils utilisent aussi des trucs qui, en fait, convergent vers une solution. Et convergent, ça veut dire qu'à l'infini sont égales à la solution, quoi. Oui, d'accord. Bon, mais c'est à ça que ça sert. La plupart du temps, l'infini.
Oui, mais par exemple les infinis qu'on trouve dans les singularités des trous noirs ou dans le Big Bang, ça, a priori, ça marque juste que le modèle, il arrive aux limites de sa capacité à... Voilà. Pour ça, je dis que l'infini en physique, en général, ça montre que le modèle, justement, il arrive aux limites de ce qu'il peut faire. Ouais, il y a aussi des gens que ça perturbe pas énormément d'avoir un univers qui est infini, par exemple. Oui, moi je veux bien. Enfin, du coup, on a plus de places de parking. Hein, et plus de bus pour l'hôtel. Hein. Donc pour finir de ma formulation, donc on était donc on dit bien que les hypothèses, c'est que ça doit être consistant, ça doit être de la théorie des nombres et une formulation axiomatique, et donc il en conclut en disant inclut des propositions indécidables. Voilà. Et donc ça veut dire que c'est des propositions qu'on ne peut pas démontrer. En fait, indécidable, c'est un terme qui paraît enfin qui fait pas très mathématique. Moi, une manière de le dire que j'aime mieux, c'est des propositions qui sont indépendantes de la théorie. C'est-à-dire qu'on a une théorie, cette proposition-là, on peut pas la démontrer, elle est indépendante des hypothèses. Elle n'a aucun rapport, quoi. On peut pas dire que c'est vrai ou faux, elle est indépendante, quoi. Mais est-ce qu'on a trouvé un moyen pour quand même trouver une solution? Ou est-ce que Gödel a définitivement gâché la fête? Il faut rajouter des hypothèses, quoi, si tu veux pouvoir trouver des solutions. Donc, par contre, ce que dit le théorème de Gödel en disant il y a des propositions indécidables, c'est qu'il dit qu'en gros, il dit il y en a une et il en illustre une. Bon, en fait, il met une méthode de construction qui fait qu'on peut en trouver une infinité, mais encore une infinité justement dénombrable, qui est plus petite qu'une infinité indénombrable. Donc, en fait, c'est pas parce qu'il énonce que pour les mathématiciens c'est dramatique parce qu'ils n'auront pas un joli résultat qui diront il n'y a pas de proposition indécidable. Mais pour le commun des mortels, s'il faut, toutes les propositions qui vont servir à quelque chose dans le monde réel sont décidables. Donc on a sauvé les sciences, quoi. Alors c'est pas dit, parce qu'il y a quand même des propositions dont on sait qu'elles sont indécidables, mais c'est quand même une notion qui est très très abstraite en fait. Ouais. Est-ce que tu as du coup, comme c'est abstrait, un exemple? Une proposition, alors en dehors du paradoxe du menteur qui en soi est assez trivial. Parce que déjà, on va peut-être venir sur 2 mots sur la démonstration parce qu'elle est très liée au paradoxe du menteur. En fait, Gödel, il arrive à construire dans la théorie une phrase qui dit « je ne suis pas démontrable dans la théorie ». Eh oui. Or, donc, si elle est démontrable, si elle est démontrable, il y a une contradiction. Si elle n'est pas démontrable, ça veut dire qu'elle est vraie. Donc il a une phrase qui est vraie mais pas démontrable. D'accord. Ou fausse ou vraie, mais si elle est fausse, elle est vraie. Si elle est vraie, elle est fausse. Ouais, mais comme il est dans un système cohérent, elle peut pas être vraie, elle peut pas être démontrée vraie, quoi. C'est ça. Je sais pas. Vous avez compris, les gens? Envoyez-nous des RT. C'était compris. La phrase dit, c'est une phrase construite avec la théorie qui dit, je ne suis pas démontrable dans cette théorie. D'accord. Donc, si on la démontre, alors elle n'est pas démontrable dans cette théorie, donc il y a une contradiction. Là, on est un peu dans le paradoxe du menteur. Si on ne peut pas la démontrer, alors elle est vraie. Donc on a une phrase vraie qui n'est pas démontrable. D'accord. Donc ce qu'il a démontré, c'est qu'il y avait dans tout système d'axiomes une propriété vraie qui n'était pas démontrable. C'est ça, si je résume. C'est ça. Donc, et c'est extrêmement déroutant. Bon, après, pour la démonstration de... on remarque là, on l'a un peu sur le côté... pour démontrer la cohérence d'un système, il faut sortir du système. Okay. C'est un peu sur des mêmes logiques comme ça. Et donc, c'était un premier exemple où on voit que c'est assez abstrait. Après, on parlait tout à l'heure des infinis. Donc, Cantor a... L'infini qu'on a dans l'hôtel de Hilbert, c'est un infini qu'on peut compter. On peut faire 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Quand je dis on peut compter, c'est au sens mathématique. C'est-à-dire ça va prendre un peu de temps de compter jusqu'à l'infini. On peut mettre des numéros à côté. Il nous reste 54 minutes. Voilà. Quand vous avez une droite réelle, vous avez 0, 0,1, 0,0. Enfin, il y a une infinité de points qu'en fait, on ne peut pas compter. C'est ce qu'a montré Cantor. Il montre qu'on ne peut pas mettre des numéros devant chaque point d'une droite. Ça, c'est un infini qui est plus grand que l'infini de l'hôtel de Hilbert. Et Cantor s'est demandé toute la fin de sa vie s'il y avait un infini intermédiaire, c'est-à-dire qui est plus grand que le nombre de chambres de l'hôtel, mais plus petit que le nombre de points d'une droite. Okay. Et en fait, ça, c'est une proposition indécidable. Donc, c'est encore quelque chose qui est très, très abstrait, quoi. En effet. Mais est-ce que ça a un rapport, pardon, je saute du coq à l'âne, avec le paradoxe de Zénon, sur le fait qu'on a Achille qui court, d'ailleurs c'est cité dans Eschbar et... Pas des tonnes, je trouve. Le paradoxe de Zénon, pour moi, c'est plutôt un paradoxe qui vient du fait que... Pour les gens qui suivent, le paradoxe de Zénon, c'est que Achille et la tortue font la course. Achille est pas inquiet, il laisse la tortue partir prendre de l'avance, et puis quand elle a fait la moitié du chemin, il dit allez, j'y vais, donc il court. Mais le temps qu'il lui faut pour récupérer pour rattraper la tortue, pendant ce temps-là, la tortue a fait 1 mètre.
pas grave, la seconde d'après, Achille a fait le mètre qui manque, mais la tortue a bougé encore. Et le temps que Achille fait pour refaire le parcours que la tortue a parcouru, elle, entre-temps, a encore parcouru un peu de temps, ce qui fait que Achille ne peut jamais rattraper la tortue si on va à l'infini comme ça. Et là, c'est faux, parce que c'est pas comme ça que ça marche, mais quand on regarde avec cet œil-là, c'est dur de se rendre compte que c'est faux. Et voilà, et donc, comme on a un infini, est-ce que ça a un rapport ou pas du tout? Peut-être pas, mais... Pour moi, c'est plus justement une mécompréhension de l'infini et surtout le fait qu'à l'époque, on pensait qu'en additionnant une infinité de termes, on ne pouvait pas avoir quelque chose qui était fini. Or, là, dans ce cas-là, si on a fait l'addition de 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, etc., en fait, on tombe sur quelque chose de fini, quoi. Mais c'est 2. On tombe sur... non, pas 2. Sur 2. Si, d'accord. Très bien. Donc c'est pas exactement pareil, c'est plus de la mécompréhension. Dans les exemples contemporains, un peu de trucs indécidables mais qui sont pas encore démontrés, il y a un truc que vous avez peut-être lu dans des articles ou quoi sans trop comprendre ce que c'était, c'est P égale NP, qui revient parfois par-ci par-là sur le monde ou quoi. Donc qu'est-ce que veut dire P égale NP? C'est un problème à $1 million. Les algorithmes, on a deux types d'algorithmes. On a des algorithmes qui vont être dits polynomiaux, grosso modo, qui vont vite, où c'est très rapide de trouver une solution, de faire des calculs, et les non polynomiaux qui sont plus lents, mais qui sont quand même pas trop mal, grosso modo, où on arrive à vérifier rapidement qu'on a une solution quand on en a une, mais par contre qui sont très durs à résoudre. Si vous voulez une idée, c'est tout ce qui est utilisé dans la cryptographie. La cryptographie, on a besoin de très rapidement vérifier qu'un password est bon. Par contre, on a besoin que ce soit très long, voire pas possible, de trouver le password à partir du password codé, quoi. D'accord, oui. Donc, et une grande question que se posent les mathématiciens et qui n'est pas résolue, c'est est-ce que les algorithmes qui sont simples à vérifier sont aussi simples à résoudre ? Ou est-ce que c'est deux ensembles qui ne sont pas du tout les mêmes? Alors bien sûr, aujourd'hui, on n'a aucun exemple d'algorithme qui est simple à vérifier mais pas simple à résoudre, donc les algorithmes NP, et qui en fait soit simple à résoudre. Parce que de toute façon, si on en a un, on les a tous. Il se trouve qu'il y a des équivalences qui ont été montrées. Et il y a des gens qui se disent aujourd'hui, peut-être que ça c'est indécidable. Peut-être qu'on ne peut pas dire si oui ou non, c'est la même chose. Alors ça c'est assez déroutant. Moi ça m'a dérouté un bon moment. À suivre. Ça m'a dérouté un bon moment parce que, grosso modo, quand on se dit c'est indécidable, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où on va voir un lien avec le monde réel. C'est pour ça que je prends cet exemple qui n'est pas forcément hyper simple. Okay. Il faut un lien avec le réel. Les gens ont besoin d'un lien avec le réel, voilà. D'urgence, s'il te plaît. Donc, on était en train de dire, on est dans notre password et on a la fonction qui permet de dire c'est bon, c'est le bon password, tu peux venir sur le site internet. Et on aimerait avoir une fonction pour craquer le password, c'est-à-dire à partir du password codé, on arrive à remonter au vrai mot de passe de la personne. Ok. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il existe vraiment une fonction qui va pouvoir justement craquer tous les passwords de la planète et le monde sera l'anarchie, etc. Et il y a des mathématiciens qui se disent aujourd'hui, c'est sans doute indécidable. On ne peut pas dire que c'est vrai ou faux, sachant que je vous ai dit juste avant que si c'était indécidable, ça veut dire qu'on peut le poser. On peut dire, en fait, oui, ça existe. Alors, et c'est là où on va se rendre compte que les mathématiciens sont un peu des pervers. Si ça existe, si on peut dire, si c'est indécidable et que donc on pose que ça existe, on va pouvoir dire il existe une manière de calculer rapidement le vrai mot de passe de la personne. Mais on ne pourra jamais montrer concrètement comment on fait, parce que si on montre concrètement comment on fait, c'est plus indécidable. Ça veut dire qu'on a prouvé que c'est faisable. D'accord. Donc on peut savoir. Donc on a le droit de dire que ça existe, mais on ne pourra jamais l'illustrer. On peut dire que oui. Et c'est pour revenir au monde réel, c'est un peu les arguments qu'on a dans les pseudosciences qui disent ce que je raconte dans ma théorie, l'effet psy ou le pouvoir de l'esprit sur la matière ou les fantômes, ça existe et c'est pile la chose qui peut pas être démontrée. Ouais, mais non, parce que dans ce cas-là, justement, le truc c'est que si leur truc, on peut démontrer un effet ou nier un effet, en fait, on n'est plus dans le domaine de l'indécidable, quoi. Au-delà du fait qu'on ne respecte même pas les hypothèses. D'accord. C'est-à-dire que là, il y a l'histoire de l'effet. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on contredit justement à la plupart de ces personnes, c'est qu'il y a des études qui ont montré qu'on ne mesurait rien. Donc, qui ont en fait prouvé dans un certain contexte que ça n'avait pas d'efficacité. Donc on n'est pas dans un cas où on ne sait pas, où on ne peut pas illustrer un exemple. On est dans un cas où on a prouvé qu'il n'y avait pas d'efficacité. D'accord. Donc dans le monde réel, comme on a des instruments de mesure, on peut aller à la pêche aux infos et on n'est pas uniquement dans une construction mentale. De toute façon, surtout, on ne respecte pas les hypothèses, quoi. C'est toujours ça. En fait, là, un peu de respect.
pour les hypothèses. Où est le J'essayais respect de mettre en avant le fait que quand un mathématicien dit « il existe une solution », ça ne veut pas dire qu'on va réussir à la construire. Ouais. Et alors, une autre manière de voir ça, peut-être de manière un tout petit peu plus concrète, aujourd'hui, quand on écrit des algorithmes, quand on écrit des programmes informatiques, on écrit des programmes informatiques en écrivant des lettres, etc., en écrivant des fonctions informatiques. Et en fait, le nombre de nombres, par exemple, qu'on peut calculer avec des programmes informatiques, c'est un infini, mais c'est un infini qui n'est pas super grand. C'est l'infini de l'hôtel de Hilbert. Et ça veut dire que parmi tous les nombres réels qui existent sur la droite, il y en a une infinité qu'on ne pourra jamais calculer avec un programme informatique. Mais Donc, tu nous as encore perdu là. Donc on a un infini avec les ordinateurs, mais c'est un petit infini de rien du tout. Oh là là, c'est vraiment un infini de... Par l'infini, c'est fatigant. Mais tout à l'heure, on parlait du nombre d'or. Ouais. Le nombre d'or, on ne pourra jamais le calculer avec un programme informatique. Il a une on pourra s'en approcher autant qu'on veut, mais on ne pourra jamais le calculer. Donc c'est comme pi, c'est ce qu'on appelle des nombres univers, je crois. C'est ça ? Alors non, nombre univers, c'est plus pervers, tu m'as lancé là-dessus. Ah pardon. Alors. C'est un nombre qui contient dans ses décimales tous les autres nombres. Ouais. D'accord. Et donc alors, apparemment pi, c'est le cas. Alors pi, c'est pas prouvé que c'est le cas. Ah, c'est pas Il y a prouvé. beaucoup de gens qui croient que c'est le cas, mais c'est pas prouvé. Ah, parce que j'ai souvenir d'une vidéo où on nous dit que c'est le cas. Je salue Bruce. Il y en a un où c'est le cas. Il y en a un où c'est le cas qui est très facile, c'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, etc. Oui, d'accord. Lui, il contient tous les nombres dans ses décimales. Bien sûr. Mais ce nombre-là, veut dire, pi, c'est pas compliqué, entre guillemets, c'est un rapport d'une circonférence sur un rayon, un diamètre. Ouais. Mais le nombre 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, est-ce que lui, on peut le trouver autrement qu'en l'écrivant ? C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il a une réalité ? Est-ce que c'est le résultat d'une opération comme pi peut l'être ? Ah, ça, je sais pas du tout. Peut-être. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Voilà, bon, c'était une question à la con. Mais du coup, en dehors de celui-ci, pi et nombre d'or, on n'est pas sûr que ce soit des nombres univers alors. Ah oui, non, à ma connaissance, pi, c'est sûr. Le nombre d'or, je pense que c'est mal barré pour que ce soit un nombre univers, mais c'est juste d'intuition. En tout cas. Une intuition. En tout cas, pi, c'est sûr qu'il n'est pas encore démontré nombre univers. Et je pense que la vidéo dont tu parles, c'est une vidéo de y penser, mais qu'il l'a bien précisé après dans sa vidéo. Ah bah, pardon. Alors, j'avais retenu Enfin, c'est vrai qu'à un moment donné, comme il s'attarde sur le concept de nombre univers, j'ai peut-être... Mais qui est un concept cool, hein. C'est vrai qu'après, on peut imaginer qu'il y a une chanson des Beatles dans les décimales de pi. C'est complètement fou, c'est sûr. Alors, je sais pas pourquoi... On parlait de l'infini, qui est une notion complètement... ouais, alors après, ce qui est intéressant avec Gödel, justement, c'est que sur le deuxième théorème, c'est ce que tu disais, on a une première théorie, on ne peut pas montrer sa consistance, il faut rajouter un axiome. Donc on rajoute un axiome, mais là, on ne peut plus montrer la consistance de la théorie avec ce nouvel axiome, il faut en rajouter un. Et donc on ne s'arrête jamais, et on a une suite infinie de théories qui fait qu'on ne pourra jamais avoir de théorie parfaite. C'est la course aux armements pour la théorie. Voilà, c'est un peu ça. Et du coup, alors ça c'est la conséquence de ce qu'il a dit, mais les mathématiciens ont bien trouvé une parade à ça, ou pas du tout? Non, c'est plutôt ils se sont arrêtés quoi. Ils ont dit bon voilà. On va payer les Gaules, hein. On est en 31 là, c'est fini. Les maths c'est fini les mecs. Ils se sont arrêtés sur ce problème-là, c'est-à-dire qu'après ça renforce le fait que c'est intéressant d'avoir une variété de théories finalement. D'accord. Et une variété de systèmes d'axiomes et qu'on n'en trouvera pas un qui pour les avoir tous quoi. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la mort, en tout cas du côté mathématique, de la théorie du tout? C'est la fameuse théorie qui est censée rassembler la compréhension ultime de l'univers et de tout. Allô, on a perdu Nicolas. Nico. Ah oui, on a vraiment perdu Nico. Alors là, c'est vachement embêtant parce que ça se passait beaucoup trop bien, c'était suspect. Il va revenir. Dans une... Et si nous lancions la pause musicale? Il va revenir dans un peu moins d'une infinité de temps. Je pense. Je disais donc, et si nous lancions la pause musicale? Attends, déjà, est-ce qu'il y a des remarques intéressantes sur le forum, sur le chat? T'as pas le droit de me demander s'il y a des remarques intéressantes, parce que je suis obligé de te répondre non, et les gens vont mal le prendre. Ça fait que c'est non, mais ils ont quand même intéressants, hein, ils ont le droit aussi. Hein, alors je vais rappeler notre ami Nicotup, et donc on va peut-être lancer la pause musicale en attendant qu'il arrive. Ça aurait été intelligent, comme ça les gens ne se seraient pas vus infliger tous les bruits de Skype. Mais ça va aller. Ouais. Il est revenu. Tu vois, c'est parfait. Merveilleux. J'étais en train de demander un truc sur l'infini, mais je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? LJJ précise que pi, racine de 2 et le nombre d'or sont conjecturés comme étant univers, mais à ce jour non démontrés.
Et par contre, on sait que l'immense majorité des nombres sont des nombres univers. Ah, d'accord. Mais en fait, là-dessus, je vous envoie sur mon dossier Podcast Science sur pi. En fait, la majorité des nombres sont plus comme pi que comme 1, 2, 3, 4, 5, qui sont des nombres ultra particuliers, en fait. Ah la vache. Donc en fait, tout ce qu'on croit être banal, en fait, c'est vraiment particulier. Ah ouais, non, c'est pi qui est super, super banal, en fait. Comme quoi, l'intuition, hein, c'est quoi de la merde. Mais donc, du coup, tu nous parlais du fait que... Oui, voilà, ma question, pendant que tu as disparu, c'était sur le... Peut-être que l'univers ne veut pas que je pose cette question. Je vais quand même la poser quand même. Est-ce que le fait que... est-ce que Gödel a sonné le glas de l'envie des mathématiciens de trouver une théorie du tout? Il est encore parti. Oui, là, pour ça... J'ai peur que tu aies encore disparu. Du tout au sens mathématique, une théorie complète, voilà. Une théorie cohérente et complète, ils savent qu'ils n'y arriveront pas. Donc voilà. Oui, dans un sens. Donc, non, mais voilà, c'est important. Donc, chers auditeurs, ce soir, nous venons de vous expliquer que la théorie du tout, du côté des maths, ça n'arrivera jamais. Bah, c'est une info. Moi, j'ai pas vu ça passer aux 20h. Hein, je suis désolé. Personne ne dit. Hein. On nous cache tout. Après, c'est des maths. Si tu veux, le boulot des mathématiciens, c'est de se poser des nouvelles hypothèses, des nouveaux objets, de travailler avec. Donc, par construction, leur boulot, il s'arrête. Il y a une théorie du tout. Bon, c'est des flemmards, mais ils ont envie de garder leur boulot quand même. Ah, donc c'est un complot pour pouvoir garder des... Bah oui, mais là, il faut y penser à ça. Et pense un peu à qui écoute. Donc c'est un complot, les mathématiciens veulent cacher qu'il y a une théorie complète qui peut exister, qui explique tout, et donc tout existe, parce qu'ils veulent garder des postes et avoir des budgets pour se tourner des pouces à rien faire. Comme dans Interstellar, parce que le mec, il avait sa réponse, mais il l'a caché à tout le monde. Et les gens, quand il l'a... Voilà. Merci d'avoir démontré qu'il y avait une conspiration. Bonne soirée. Il la montre en faisant bouger les aiguilles d'une montre. C'est beaucoup oui, mieux. c'est vrai, oui, c'est très intéressant. Mon Dieu. Oui, est-ce que en termes de conséquences et de réception de cette théorie, on peut dire quelques mots et après on fera la pause musicale et après on passera à la dernière. Sur la réception, donc comme je disais là, au niveau historique, ça a été extrêmement important parce que ça a mis un peu fin justement à cette course à essayer de trouver une théorie parfaite qui serait complète et cohérente et qui en plus ferait tout ce qu'on voudrait, etc., qui serait merveilleuse. Ça a été extrêmement important pour le petit monde des mathématiciens qui comprenaient quelque chose à ce que faisait Gödel, qui était quand même pas très nombreux. Donc ils ont déprimé très 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 sévèrement, ils ont pris des médicaments. Ça, je sais pas en fait. Je me demandais si, je crois que Hilbert était plutôt content d'avoir une réponse, mais il devait dans son lui intérieur déprimer parce que le pauvre, ça c'était contradictoire avec ce qu'il aurait aimé toute sa vie. Et je crois que c'était quelqu'un d'assez ouvert, donc qui bon, ça va. Qui pouvait, qui à mon avis a apprécié justement qu'il y ait une réponse là-dessus. Par contre, au niveau des conséquences pour le commun des mortels, voire même le commun des mortels mathématiciens, en fait, c'est très léger, voire inexistant. C'est-à-dire que la plupart des mathématiciens aujourd'hui, et les scientifiques aussi, ils utilisent ces axiomes sans le savoir, et ils utilisent leurs conséquences, et ça se passe bien, en fait. Et le fait qu'il y ait eu une crise des fondements et qu'on ait corrigé les fondements, bon, ben voilà, c'est fait, c'est cool, mais dans les faits, ça n'a pas, je pense, changé énormément les pratiques, quoi. D'accord. Donc on a réparé les axiomes, on a réparé les fondements, on est mollo fesses. Voilà, on a une vision de la consistance et de la complétude qui est un peu différente parce qu'on se dit bon ben voilà, un truc qui est complet, c'est pas possible, que la cohérence, il faut sortir du système pour la prouver. Donc il y a des choses qu'on arrête d'essayer de faire quand on veut prouver de la complétude ou quoi. Mais en dehors de ça, je pense que la conséquence est assez légère sur la manière de travailler de tout ce monde-là, quoi. Mais c'est marrant parce que ça rejoint un peu le point de vue sceptique sur l'univers, à savoir qu'on ne peut pas prétendre jamais vraiment viser une connaissance absolue du monde. Et en fait, Gödel a démontré ça. Gödel a démontré que le scepticisme dans les maths, ça marchait, quoi. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu une époque où il y a plein de monde qui ont, enfin une époque au sens large, il y a plein de monde qui ont montré ce genre de résultats. T'as aussi les résultats de Turing qui sont un peu dans ce sens-là. Enfin, je sais pas, je dis Turing, mais tout ce qui vient avec Turing, avec entre autres le problème de l'arrêt, de dire qu'écrire un programme qui est capable de dire si un autre programme va s'arrêter ou pas, c'est pas possible. Ah oui. Et donc, tu as des choses où tu te rends compte que c'est pas possible. Les infinis de Cantor, ils te disent qu'aussi, il y a des infinis qui sont plus grands les uns que les autres et que il y a des choses que tu pourras jamais faire parce que tu es dans un infini qui est trop petit. Donc, pardon, je réagis, mais ton infini est trop petit, mon garçon. Tu pourras pas faire tes maths. Range ta par exemple, il y a un nombre qui s'appelle le nombre oméga, je crois, qui est un nombre incalculable. On ne sait pas du tout quelle valeur il a. Il existe, il est très bien défini. On ne sait même pas à quoi il sert. On sait qu'il est là. Il est très bien défini, mais sa valeur est inconnue.
Et il est incalculable par un programme informatique. Mais il a un nom, donc ça va. Voilà, c'est ça. Tout ce qui a un nom, on comprend très bien. Donc, C'est ce qu'on veut croire. ouais, c'est ce que tu dis, c'est une sorte d'acceptation qu'il y a des limites, etc. Alors après, tu as aussi, je pense, toute une partie qui se demande un peu à quoi ça sert. Et c'est intéressant de se dire, est-ce que finalement, tous ces nombres qui ne sont pas accessibles par le réel, par des programmes, est-ce qu'ils ont une importance ou pas? Et c'est la question qu'on va se poser dans la partie 3, parce que c'est la portée du théorème. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et est-ce que les maths, c'est utile, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on arrête et qu'on pende tous les profs de maths? Vled. Tu me demandes mon avis sur la question ou tu veux que j'annonce la prochaine chanson? Je fais ce que tu veux. Non, alors on va enchaîner sur la prochaine pause musicale. Il s'agit d'un morceau de Haken qui s'appelle The Cockroach King, absolument. Le roi des cancrelles, là. Voilà, force m'est d'avouer que je n'ai aucune idée de ce qu'il raconte, mais c'est un super morceau, alors rien n'affiche, on le fait entendre quand même. C'est vachement bien, tout à l'heure. Nous sommes de retour dans la tronche en live sur Radio Campus avec Nico. Allô Nico. Oui. Voilà, pour la dernière partie de l'émission où on a commencé à en parler un peu, on va parler de la portée du théorème, de ses conséquences sur la vie des mathématiciens et des scientifiques en général, et après de son exploitation par les charlatans qui l'utilisent de manière totalement amorale ou immorale. Et donc, pendant la pause, tu nous as parlé de ce pauvre Cantor. Qu'est-ce qui arrivait à ce pauvre Cantor Oui, je disais que quelque chose d'indécidable, on en parle là comme ça, comme si de rien n'était, mais il faut vous rendre compte du dramatique que c'est pour un travail de mathématicien. C'est-à-dire que vous travaillez sur un théorème, vous essayez de le démontrer ou de l'infirmer, de montrer que c'est pas vrai. Et en fait, vous découvrez après, je sais pas, 10, 20 ans de recherche, qu'en fait, c'est indécidable. C'est-à-dire vous pourrez jamais montrer que c'est vrai ou pas vrai. Et donc, Cantor, sur les différences entre un infini et un infini plus grand, à savoir s'il y en avait entre les deux, il est mort sans avoir la réponse, quoi. Et c'est quelques années plus tard, je crois que c'est Gödel, justement, qui a montré que non, c'était une question indécidable. Il n'y a pas de réponse. Donc, Cantor a gâché sa vie. Mesdames et messieurs. Il a quand même réussi pas mal toute une partie de sa vie avant. Et puis je pense que je disais, donc il est allé en asile un peu, je crois, à la fin de sa vie. Mais c'était plus par l'oppression de tous les gens qui ne voulaient pas entendre parler de l'infini. Mais je crois que c'est le cas de pas mal de gens de cette époque-là. Hein. Gödel lui-même était pas très. Tout à fait. Sur la vie de Gödel, est-ce qu'on a, parce qu'en termes de conséquences, oui, il a sorti son théorème. Il était extrêmement jeune. Hein, il avait 20 et quelques années. Ouais. Et je connais très peu la vie de Gödel. Je crois pas qu'il ait été autant oppressé que Cantor. Je crois même pas du tout. Donc je sais pas trop. D'accord. Je sais qu'il a fait des choses cheloues qui caractérisent un peu sa personnalité. Oui, parce que critiquer la cohérence de la Constitution américaine ou des choses comme ça. Oui. Alors c'est marrant. Si tu veux la raconter, non? En fait, j'ai essayé de trouver des éléments dessus. A priori, c'est un peu des rumeurs qui se passent de gens en gens et qu'on n'a pas vraiment d'éléments concrets à se mettre sous la dent là-dessus. Dans les éléments concrets, il y a peut-être le truc dont tu n'as pas trop envie qu'on parle, et en plus je ne saurais pas en parler, alors je ne sais pas si on en parle. C'est la preuve ontologique de Dieu, de l'existence de Dieu, où Gödel a prouvé l'existence de Dieu. Alors, essayez d'aller la voir sur Wikipédia. Si vous comprenez quelque chose, n'hésitez pas à partager, parce que c'est totalement incompréhensible. C'est une formule de maths, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Si Dieu existe, en fait, c'est un 0, c'est un 8 couché. Voilà, alors peut-être que par rapport j'étais tombé dessus quand je travaillais sur la vidéo sur athéisme et religion. C'était extrêmement difficile à toucher du doigt. C'est abscon. Ouais, voilà, c'est ça. Alors par contre, le truc qui est peut-être intéressant par rapport à ce que vous faites du point de vue sceptique, c'est que dans même le théorème de l'existence de Dieu, Gödel, il donne des hypothèses et des axiomes. Voilà. En gros, il précise quelles sont ces hypothèses et ces axiomes. Les gens qui critiquent, en fait, vont critiquer les axiomes, parce qu'une fois que les axiomes sont là, sa conclusion, elle est vraie. Or, les axiomes ne sont pas forcément vrais, eux. Donc je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant dans sa preuve, c'est que grosso modo, si vous n'êtes pas d'accord avec la conclusion, allez regarder les axiomes et les hypothèses, et c'est sans doute là où vous trouverez que vous n'êtes pas d'accord, quoi. Et c'est la preuve que ce qui est hyper important dans la démarche mathématique, et c'est le message que tu voulais passer, c'est que ce qui est important, c'est les axiomes. Il faut c'est les hypothèses de départ. Et c'est là où le raisonnement touche à ses limites, puisque si les hypothèses sont vraies ou fausses, le raisonnement, lui, il ne le dit pas, ça, puisqu'il les prend pour vraies, à la base. Et juste par rapport à cette idée parce que on parle de Gödel, il est dans le titre, donc on va dire un peu des choses sur sa vie.
Il a fini plus ou moins fou, paranoïaque. Je crois qu'il est mort, il pesait 45 kilos parce qu'il avait arrêté de s'alimenter. Il pensait que les gens voulaient l'empoisonner, donc il a mal fini. Ouais, je crois qu'il y a plein de choses comme ça sur Godel. Enfin, voilà. Grosso modo, les logiciens, je crois que c'est pas facile leur vie. Boltzmann a fini très mal aussi. Un autre physicien, logicien de l'époque. Turing, on peut dire qu'il avait aussi des petits soucis. Ouais, alors, Turing, c'est un peu différent parce que Turing, c'est son homosexualité qui fait qu'il a été oppressé. Il a été maltraité. Il a eu un traitement aux hormones qui l'a pas trop aidé, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon, en même temps, il avait aussi un tempérament un peu particulier. Enfin, c'est des gens, pas forcément autistes, mais qui ont un rapport au réel qui est assez bizarre. En même temps, il faut peut-être être un peu bizarre pour penser. Ce qu'on disait, c'est que c'est tellement contre-naturel d'être aussi logique que je pense que c'est des gens qui avaient beaucoup de mal à communiquer avec le monde autour d'eux, quoi. Et donc, on peut peut-être y venir là-dessus un peu sur parler des incohérences de la vie de tous les jours, quoi. Oui. Si vous prenez par exemple notre chère devise française liberté, égalité, fraternité. Ah oui, c'est bien ça. C'est clair, c'est simple. Voilà, l'égalité, c'est interdire la liberté de ne pas être d'être inégalitaire, quoi. C'est contradictoire. On peut pas être libre et égal. Tu n'es pas très républicain. Alors voilà, le truc, c'est que il y a plein de gens qui se disent ouais, moi je veux la liberté, l'égalité, la fraternité. Ben oui, mais il y a des contradictions. Si vraiment on est un bourrin, on va dire qu'il y a de la contradiction. Un autre exemple tout con, hein, vous avez peut-être déjà eu un professeur qui vous a dit interro-surprise la semaine prochaine. Ah oui, la fameuse déjà arrivé, quoi. Oui. Bon un logicien va vous dire non, c'est pas possible. C'est ça. Parce que si l'interrogation est vraiment surprise et qu'elle tombe le vendredi, en fait le jeudi soir, on sait qu'elle tombera le lendemain. Parce que forcément, elle doit arriver dans la semaine. Donc, voilà, donc ce sera plus une surprise. Donc, l'interrogation ne peut pas avoir lieu le vendredi. Voilà. Partant de ce fait, on peut supposer qu'elle tombe le jeudi. Pour la même raison, elle ne pourra pas avoir lieu le jeudi, etc. Donc, elle ne peut pas avoir lieu un seul jour de la semaine. Donc, il ne peut pas y avoir d'interro-surprise la semaine prochaine. Mais ça, le logicien sait bien que dans le monde réel, en fait, l'interro, boum, elle tombe le mardi. Ah, et tout le monde est surpris. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a en fait vraiment une surprise. En fait, c'est là où je dis qu'il y a une différence entre les deux, c'est que dans le langage courant, ça ne pose aucun problème, mais il y a une contradiction là. Mathématiquement, il y a une contradiction, on ne peut pas dire ça. Donc c'est bien la limite des maths par rapport au monde réel ou la limite du langage. Et je pense que les deux se répondent en fait. Dans quel sens on le voit, mais il y a un côté où faire de la logique et être rationnel, c'est aussi ça, quoi. Ceci dit, quand la prof dit interro-surprise et qu'elle tombe le mardi ou le mercredi, il y a vraiment une surprise. On peut pas dire que, après, ou alors les élèves savaient dès le départ que ce serait mardi. C'est là où on se met, tu vois, à débattre de l'interprétation. Moi, juste ce que je dis, c'est que j'ai une hypothèse de départ qui est interro-surprise la semaine prochaine. J'ai ce que veut dire surprise, interro, etc. Et je te démontre que ce n'est pas possible, quoi. D'accord. Alors après, bien sûr, dans le monde réel, ça tombe et je suis surpris de l'avoir le mardi, tu vois, mais c'est du langage courant, en fait. Donc ça veut dire que les hypothèses que tu as posées pour démontrer que c'était pas une surprise, sont pas totalement vraies. Sont sans doute trop fortes en fait, à mon avis, c'est plutôt que quand le professeur dit interro surprise la semaine prochaine, c'est pas exactement les définitions que moi j'ai utilisées, quoi. C'est ça. On va dire que c'est pas un prof de maths, c'est un prof d'histoire. Du coup, ça marche. Ouais, c'est ça. Mais même si c'est un prof de maths, je pense qu'il va le dire. Si vous avez un prof de maths et que vous lui dites non, c'est pas possible logiquement. De toute façon, les interro-surprises, c'est contre-pédagogique. Ça ne se fait pas. C'est ça. C'est fini. Peut-être aussi d'autres choses quand tu parlais du lien sciences et maths. Ce qui va être important de dire, c'est de parler ce que veut dire justement quand tu dis que des gens disent non, Gödel il a montré qu'on pouvait pas démontrer, etc. Machin. Je pense qu'il y a aussi un biais de langage là-dessus où quand la plupart de ces gens-là disent c'est indémontrable par la science. En fait, il s'attaque beaucoup plus à la méthode scientifique, qu'à la formalisation de la déduction telle que le fait Gödel, quoi. Il s'attaque pas vraiment au fait qu'on pose des axiomes et qu'on a de la logique, parce qu'en fait, il s'attaque pas au fait qu'on est des êtres rationnels, parce qu'ils essaient d'être rationnels dans la manière dont ils parlent. Il s'attaque plutôt au fait que quand on démontre en science qu'une théorie marche, on essaie de reproduire, de prévoir et de prédire son comportement et de réussir à le reproduire plusieurs fois, quoi. Et c'est à ça qu'il s'attaque en disant non, moi mon truc c'est pas quelque chose qui est reproductible facilement, etc., quoi. Mais c'est pas quelque chose d'indécidable au sens mathématique, du coup c'est quelque chose qui juste en effet peut-être est trop rare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut très bien dire si l'homéopathie ça marche, mais ça marche sur un cas sur 100 milliards de milliards, ce qui fait qu'on n'a pas pu encore l'observer.
Et la science n'a rien à dire là-dessus. Oui, mais c'est pas du tout la prétention des homéopathes. C'est pas du tout la prétention. Ils prétendent soigner les gens avec Oscillococcinum. C'est la saison. Voilà. Alors, Oscillococcinum, c'est pas des plantes, hein, c'est du foie et du cœur de canard de Barbarie pourri, broyé, laissé pendant 40 jours, puis on en prend une dose et on le dilue 100 fois pendant 30 fois. Donc il ne reste plus rien dedans. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de canard parce qu'en fait il n'y a rien dans le granule. Mais il prétend vraiment que ça soigne. Hein. Et pas 1 sur 10 000. Après, après, on va pas se lancer là-dedans. Hein. Non, mais tu as parlé, on a encore du courrier, mais le fait est que il y a une différence entre ce qu'ils pourraient logiquement prétendre sans qu'on puisse attaquer formellement ce qu'ils disent et la prétention qu'ils ont dans le monde réel. Ouais. Les acupuncteurs, les ostéopathes. Et après, là-dessus, le truc, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se lancer dedans, mais il y a deux arguments là-dedans. C'est-à-dire que le fait que tu ne saches pas expliquer avec les théories scientifiques actuelles que ça marche ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. On a des exemples Mais là, ce qui se passe aussi, c'est que dans ces exemples-là, on n'a même pas la preuve que ça marche. C'est-à-dire que si on a le cas actuellement où on commence à avoir des explications, mais sur la transplantation de fécales, concrètement, on avait des cas qui marchaient, on ne savait pas expliquer pourquoi, quoi. Transplantation fécale, chers amis. Voilà, on va atteindre le point transplantation fécale. J'adore le citer. Alors, pour montrer l'ouverture d'esprit de la science. Explique en 2 mots ce que c'est pour que les gens disent qu'est-ce que c'est Toko parle. C'est globalement ce qu'ils s'imaginent. C'est caca, c'est très caca. C'est ça. Non, mais c'est un exemple où, justement, une théorie, en médecine, on a besoin d'avoir une preuve de résultat, même sans avoir d'explication, quoi. C'est pas, oui, c'est ça. Absolument. Ça, c'est important ce que tu dis, c'est que dans tous les phénomènes paranormaux, on n'est pas obligé d'avoir une théorie pour expliquer ce qui se passe. D'abord, déjà, on doit observer un phénomène. Et sauf que dans tous ces trucs-là, on n'observe pas de phénomène. Déjà. Par contre, on a plein de théories. On a des centaines de théories qui sont censées nous expliquer comment marche l'homéopathie, mais les mecs ont oublié de nous prouver que ça marchait. Et avant de nous expliquer comment ça marche, déjà, il faudrait nous prouver que ça marche. Et le problème des théories, c'est ça. On a une menace théoriste partout qui plane. Mais message personnel. Et donc, Gödel, lui, à quoi il s'attache et ce qu'il montre dans son théorème, c'est des choses qui sont liées à la manière de raisonner et de démontrer, et qui ne sont pas du tout liées à l'observation et à la méthode scientifique. En fait, c'est là où on retourne sur ce que tu disais, est-ce que les maths, c'est une science ? Dans ce cadre-là, non. Gödel, il ne touche pas du tout à la méthode scientifique, il ne parle pas du tout du concept d'expérience, de répétabilité, même de double aveugle ou de choses comme ça. Ça n'existe pas, quoi. Oui. Est-ce que dans le chat, les gens veulent nous citer s'ils ont des exemples d'utilisation récente ou par exemple du théorème de Gödel par des gens, par des charlatans ou ceci, cela, ou des gens respectables, mais qui vraiment l'utilisent dans un contexte où il n'a rien à faire? Parce que ça arrive certainement, j'en ai croisé, mais j'ai pas de ça en tête, donc n'hésitez pas à nous dire l'info. Et on disait dans la pause, pendant que les gens vont essayer de poser des questions, une façon de se réaliser à quel point juste citer la conclusion du théorème de Gödel, ça n'a pas de sens. C'est comme si vous aviez vu le théorème de Pythagore et que du coup vous disiez que tous les triangles étaient rectangles. C'est pas vrai, quoi. Il y a des hypothèses en fait dans le théorème de Pythagore et vous voyez bien que tous les triangles sont pas rectangles. Oui, mais si on les tord correctement, moi j'ai vu une statue dans laquelle, quand on la regarde d'un certain côté, on a un triangle, et puis si on la regarde d'un côté, ça fait un cercle. Le même objet. Ouais. Hein. Alors d'abord, tu as tort parce que voilà, Dieu existe. On n'a pas encore les. Pas tort, c'est des maths. Oui, mais ta gueule, c'est mathématique. Ça n'en finit plus, ces slogans, c'est terrible. On va pas s'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Est-ce qu'on a raté des points dans ce qu'on voulait dire sur les conséquences de Gödel? Donc voilà, est-ce que, en gros, tu m'as répondu un peu pendant la pause. À l'heure actuelle, les mathématiciens continue de travailler. Et donc Gödel, est-ce que c'est vraiment une étape importante à laquelle on fait encore référence et c'est vraiment un théorème fertile dans le sens où on continue il continue à marquer la discipline, ou est-ce que c'est une péripétie, c'est un point, puis maintenant on passe à autre chose et on se préoccupe plus trop de... Ouais, c'est fertile pour plein de raisons, parce que déjà c'est toute une gamme de problèmes et de questions que les gens se posent plus parce qu'ils ont une réponse. Donc c'est important, en logique. C'est fertile dans le sens où ça répond à des questions, déjà. Voilà. Mais est-ce que ça en pose des nouvelles? La démonstration de Gödel a été intéressante aussi, c'est-à-dire de
utiliser tous ces systèmes autoréférents, ça fait des liens avec Turing, ça fait des liens avec plein de monde. C'est des manières de démontrer qui étaient hyper intéressantes. Il a fait aussi tout un lien avec... Enfin, il a fait une vraie formalisation de la démonstration, etc., qui n'existait pas avant et qui, du coup, a inspiré beaucoup de monde. Donc, après, je ne suis pas du tout un spécialiste de la logique, mais je pense que oui, ça a permis à tout ce monde-là de se poser beaucoup de nouvelles questions et de nouvelles façons d'approcher les choses, quoi. D'accord. Alors, on va se tourner vers Vlad si on a des retours des gens et des témoignages. Merci pour vos témoignages nombreux. Pas de témoignages, on t'a seulement merci repris beaucoup. sur le nombre de cas dans l'oscillococcinum qui s'élèverait plutôt à 300. J'avoue Oui, que moi-même, je trouvais ça un peu bas, 30. Le nombre de CH C'est presque plus de l'homéopathie. je crois que c'est, oui, ça monte à 300. Moi, je crois que ça monte à 200. Enfin, peu importe. Toujours est-il que c'est un taux de dilution qui est tellement important que... Et là, il y a un petit débat sur les... Même s'il se passait quelque chose, on ne saura pas l'expliquer, mais déjà, il faudrait qu'on montre qu'il se passe quelque chose. Le point homéopathie est atteint. C'est ça parle de la dilution Korsakoff et de tous ces trucs. Et surtout, il faut penser à secouer. C'est de la succussion, c'est la dynamisation. Alors, personne ne sait non plus pourquoi il faut le faire, mais on le fait quand même. Et parce que c'est la mémoire de l'eau, vous comprenez. C'est pour mélanger la partie du produit. Et c'est le champ électromagnétique de l'eau qui est hyper important. C'est très connu, l'eau a un champ magnétique extrêmement fort. Et une très très bonne mémoire, comme tu disais. Dans ce que je trouve que j'ai lu de plus convaincant, qui moi m'a le plus convaincu, c'est que l'effet placebo est tellement plus incompréhensible et passionnant que toutes ces théories que... Mais c'est pas faux, l'effet placebo est passionnant, mais l'effet placebo, c'est un mot qui a l'air magique, et du coup on se dit... Qui a un mot valise, quoi. Mais l'effet placebo, en fait, ce sont des effets contextuels. Quand on dit ça, du coup, ça perd sa magie. Mais tant qu'on dit placebo, on peut dire, oui, mais tu comprends, l'homéopathie, ça marche parce que c'est l'effet placebo. Alors que précisément, si c'est l'effet placebo, c'est parce que ça marche pas. C'est ça, c'est autant bord de l'eau, calcaire un peu. Alors, donc on sait maintenant que même si on n'est pas convaincu, ça peut marcher, l'effet placebo. Et le fait est que, en fait, même des gens qui savent qu'ils prennent un placebo, ça marche un peu quand même. J'ai lu ça m'a beaucoup amusé. Et les placebos marchent aussi sur les animaux parce que les animaux sont sensibles à tout ce qui est mince, pavlovien, à l'empathie. Empathie et tout ce qui est le conditionnement. Ils réagissent beaucoup au comportement humain, donc et c'est pas étonnant. Mais ça, on pense qu'on fera une émission spéciale sur homéopathie, sur ces choses-là, parce que c'est intéressant de s'arrêter, vraiment de revenir sur les bases, même si c'est connu chez les sceptiques, mais on a besoin encore d'expliquer ce que c'est. C'est extrêmement symptomatique le cas de l'homéopathie quand même. Dès qu'on veut commencer à expliquer un petit peu tout ce qui est relié aux différentes problématiques zététiques, l'homéopathie se pose vraiment en cas très très intéressant. C'est un cas d'école. Moi je voulais qu'on en parle depuis le début de la tronche en biais. Mais je préférais qu'on s'attarde à expliquer des concepts un peu neutres. On en a parlé dans Podcast Science. Pardon ? On en a parlé dans Podcast Science. Oui, mais bien sûr, mais c'est difficile de passer à côté. Et il faudra que j'aille écouter votre émission avant qu'on fasse la nôtre, mais voilà. Ça a tellement de conséquences sur la manière dont les gens perçoivent ce que fait la science, en plus, que ça aide pas les gens à comprendre. Si là on se permet d'être un peu hors sujet, je pense qu'il y a mine de rien un truc que la médecine n'a pas réglé avec l'effet placebo. Quand tu dis effet placebo, ça veut dire que ça marche pas. C'est justement l'erreur que je trouve que fait la médecine, parce que il se trouve que dans certains cas, c'est quelque chose qui a une utilité. Or aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nié par le monde du médicament, et ça c'est problématique. C'est pas ce qu'on a dit. On en parle dans la pastille qu'on a fait sur les faits. On dit au contraire que la médecine devrait s'emparer de tous ces effets contextuels qui marchent pour de vrai. C'est des effets qui marchent, il y a de vrais effets. C'est pas des effets liés. J'ai discuté avec beaucoup de médecins et en fait, ils s'en servent volontairement aussi comme de l'effet contextuel quand ils n'ont rien d'autre. Bien sûr, mais après, ça c'est de critiquer ça, quoi. Éthiquement, comment on justifie? Mais ça, c'est tout le débat pour moi. Est-ce qu'on doit mentir sciemment à des patients en leur disant qu'on leur prescrit quelque chose alors qu'on sait que le produit en lui-même n'a pas d'effet? Ou est-ce qu'on doit utiliser tous les autres effets contextuels? Et les autres effets, c'est le temps qu'on passe avec le patient, c'est la manière dont on lui parle, et il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer et qui sont efficaces et qui sont éthiques. Moi, c'est la question que je pose, et j'ai pas l'impression. Et je pense que la médecine scientifique, traditionnelle, il y a plein de choses comme ça, plein de choix éthiques qu'elle n'a pas fait. La batterie. Donc, est-ce qu'on a enfin des témoignages ou pas? Absolument pas, ça parle de psychanalyse et d'auriculothérapie. Donc, toujours est-il que l'homéopathie... Sinon, on a quand même nos gens bizarres aussi, c'est tous les fans du nombre d'or chez nous, du côté des matheux. Vas-y, raconte.
Ah, c'est juste les gens qui croient que le nombre d'or est partout et sert à tout, quoi. Mais... On en a en musicologie aussi, des comme ça. Voilà, bon, après, quand on leur rappelle que ça a beaucoup servi pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'on atteint le point Godwin, en général, ça suffit. Eh, bravo. J'espère que vous êtes bien fiers de vous. Bon, ça va. Pas bon. Donc, du coup, on va conclure puisqu'on n'a pas d'éléments. Mais bon, si tu peux revenir en nous résumant vraiment en quelques mots, qu'est-ce que Gödel a montré et qu'est-ce qu'il n'a pas montré et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire à partir de Gödel. Donc Gödel a montré que sous plein d'hypothèses, et surtout il faut retenir qu'il y a plein d'hypothèses, il existe des propositions qu'on ne peut pas démontrer dans des théories qui respectent toutes ces hypothèses. Et il a surtout démontré aussi qu'on ne pouvait même pas montrer qu'une théorie était cohérente à l'intérieur de cette théorie. C'est-à-dire qu'il fallait supposer d'autres choses. Donc en gros, on n'aurait jamais... Gödel a montré que les maths n'étaient pas parfaites, et donc c'est démontré. Dans les maths. Des maths, mais dans les maths. Dans le monde réel, on a souvent plusieurs théories. Et dans le monde réel, en chevauchent. Général, on est incohérent surtout. Donc, à partir du moment où on est incohérent, on ne peut pas faire de maths. Et de ça, c'est la première problématique. Et en fait, c'est la plus importante, quoi. C'est-à-dire, il faut une théorie cohérente. En plus, il faut des nombres. Enfin, il faut respecter les hypothèses du théorème de Gödel. Et se rappeler que le théorème de Gödel, c'est pas de la philo. C'est des maths. C'est extrêmement concret. C'est très, très technique à suivre. Si vous voulez vous en convaincre, allez voir n'importe quelle page qui parle de Gödel avec un peu de détails, vous comprendrez rien. Moi non plus. Et il y a par contre, si vous voulez vous renseigner un peu plus, il y a un excellent bouquin qui s'appelle Gödel, tout simplement, qui est de 3 auteurs, qui est en 3 parties, qui permet dans une première partie d'introduire avec du langage normal le théorème de Gödel, après qui présente la démonstration de Gödel, et après il y a une discussion un peu générale. Donc c'est un bouquin de Ernest Nagel, de Newman, de Gödel et de Jean-Yves Girard. D'accord. Aux éditions Sciences du Point, aux éditions Point, catégorie Sciences. Et dans le chat, on nous propose un ouvrage justement qui parle de l'utilisation de Gödel. Vlad Oui, il s'agit de Prodiges et vertiges de l'analogie, de Bouvresse. Monsieur Bouvresse. Qui est un bouquin que j'ai lu, et en effet, c'est très éclairant sur le charabia que certains utilisent pour justifier un peu tout et n'importe quoi, y compris dans la sphère des sciences, au sens large, au bord de la science. Voilà. Sinon, il y a l'excellent Gödel et Scher et Bach, qui est un peu dur à lire parce qu'il est très volumineux. Voilà, je l'ai à la maison, je le lis, et puis en même temps je lis d'autres choses, mais c'est très 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 long, nous, de notre tranche, on en fera quelque chose. C'est vraiment une référence du domaine, et on essaiera de faire avec la musique. Voilà, avec Vlad... Et l'autre bouquin de Gödel dont je parlais est beaucoup plus court. Si vraiment vous n'avez pas 10 heures à passer à lire Gödel et Scher et Bach dans un endroit où un livre de 10 kilos vous pose pas de problème. Je pense qu'il y a plus que 10 heures à passer sur ce livre. Oui, en plus. Voilà. Enfin bon, donc écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Absolument. C'est pas souvent qu'on parle de maths par chez nous. Bah ouais. Et c'est triste. En même temps, il faut trouver un moyen de les rendre compréhensibles aux gens qui sont. Oui. Dans les exemples de bouquins aussi, si vous voulez voir un peu ce que c'est les théories axiomatiques de manière un tout petit peu compréhensible, les éléments d'Euclide ont été publiés aux éditions Taschen, qui est une édition de livres d'art en général, dans un bouquin qui est très très joli et où ils ont remplacé un peu les trucs compliqués par des couleurs et des figures, qui fait qu'on arrive un peu à suivre ce qui s'y passe. Alors c'est plus un bouquin à regarder, mais au moins au début vous verrez toutes les définitions si vous allez dans une librairie genre à la Fnac pour le consulter. Vous pourrez voir qu'est-ce que c'est un point, qu'est-ce que c'est une propriété, etc. et voir un peu comment c'est construit. Parce que comme d'habitude, ce sont les choses les plus simples qu'on a du mal à définir. Ouais. Dès qu'on prend un élément élémentaire dans n'importe quelle science, tout de suite on se retrouve avec. Le problème, c'est que en biologie, l'espèce, pour le définir, c'est quasiment impossible. Le vivant, c'est quasiment impossible à définir. C'est ça, j'allais dire la mort, c'est sympa aussi. La mort, à la limite, c'est plus simple. Une fois que tu n'es plus vivant, tu es mort. Après, c'est le problème de ces notions qui sont considérées comme comme C'est le moment acquises. exact qui est un peu problématique. Voilà. Oui, pardon. Mais que c'est que mourir À quel moment on est vivant, à quel moment on est mort? C'est vrai que la frontière, elle est floue. Et alors en maths, on a inventé la logique floue. Et ben voilà, c'est ça. Et ben on l'utilise aussi en sémantique. Enfin, on l'utilise en sémantique, on en tient compte. Disons. On n'est pas capable. En maths, j'imagine qu'on l'utilise et puis on calcule des choses. En sémantique, on comprend que les concepts sont flous, donc il faut faire attention. Il n'y a pas de solution forcément, mais et dans la plupart des choses, le problème de la science, c'est le langage, bien souvent. Parce que la science dit des choses précises et on les traduit avec un langage qui, lui, a plusieurs sens. Et Gödel, c'est l'exemple parfait
d'un mec qui a dit un truc extrêmement précis dans un contexte très précis. Et comme nous, on n'est pas armés pour comprendre que c'est juste précis comme ça, on comprend un peu de travers, on comprend un peu trop large, et il y a beaucoup de gens qui s'emparent de ça pour défendre des idées qui ne sont pas du tout défendables avec ce théorème-là. Et donc, ce sera ma conclusion personnelle. Est-ce que Vlad, tu veux rajouter un petit mot ? Je n'ai rien à rajouter. Voilà. Nico, un mot de la fin. C'était parfait. Moi, je dirais strapontin. Tu as déjà dit strapontin. Non, c'est toi qui l'avais dit. Moi, je dirais radiateur, du coup. Alors, je dirais coxicru. Hypocondriaque, voilà. Eh bien, je vous embrasse. Merci au public nombreux qui était là ce soir. Ah, c'est juste Elliot qui est là, qui est passé nous voir. Applaudis aussi pour donner l'impression qu'il y a du monde. Si, il y a un peu de monde. Full en délire. Merci à Tom pour la connexion, pour qu'on ait pu discuter avec Nico. Et merci à Robin qui a géré la technique avec cette magnifique aussi. Musique. Non, moi c'est Robin, mais merci à Quentin aussi qui s'occupe de tout ce qui est web aussi. D'accord, merci à tout le monde. Donc là, ce soir, ça a plutôt bien marché. Donc, n'hésitez pas à nous donner des retours critiques et à partager le fait que l'émission était cool pour que les gens aillent voir le replay qu'on mettra en ligne, j'espère, d'ici une semaine ou 10 jours. Voilà, bonne nuit, restez sceptiques, à bientôt. La tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Assermandax.